J'ai vu les start-upers qui triment de la mort parce qu'ils n'ont pas de marché ou que leur produit est pérave. Et j'ai vu ceux qui sont juste en train de collecter les euros. Et on est allé leur proposer à eux une offre qui n'était pas possible de refuser. On a transformé la session de coaching gratuite en le Golden Ticket. C'était un vrai ticket doré physique qu'on imprimait, qui shinait comme pas possible. Et on leur disait, voilà, on veut vraiment que vous progressiez. Si vous êtes en train de ne pas être salarié et que vous lisez pas les livres d'Hormozy, je comprends pas pourquoi. Alors, on va pas faire semblant qu'on se connaît pas, hein. Déjà, tu es venu sur la chaîne. Tout à fait. À l'origine, tu m'avais reçu dans ton podcast. Absolument. Voilà, grâce à, Louise qui, était chez nous à l'époque. Merci à Louise. Depuis, on peut dire ce qui est. On s'est vu à l'extérieur. On est allé voir, Lorna Shore, peu ou prou notre groupe de Descore, Black and Descore préféré Tout à fait. et on, s'abrutit quotidiennement avec, des, jeux de mots explosés, sur WhatsApp. Donc, voilà, on est entre nous aujourd'hui. Vous vous apprêtez à assister à l'échange de, 2 cerveaux malades, mais qui, ont deux trois choses intéressantes à raconter, on l'espère, sur le business et surtout, aujourd'hui, je te reçois, Alexis, pour faire ce qu'on n'a jamais eu l'occasion vraiment de faire, c'est-à-dire désosser sans vergogne, Yaniro, ta boîte. Tout à Parce que fait. je pense que tu as pas mal je suis sûr même que tu as pas mal de choses passionnantes à nous transmettre. Ça fait un moment que tu travailles sur le projet, tu fais partie des entrepreneurs qui ont la vision la plus rafraîchissante, la plus pragmatique sur le business. Et ce qui m'intéresse par-delà ça, c'est que, tu, as vraiment pris le temps de, penser, de faire ton écologie entrepreneuriale, en fait. C'est-à-dire de penser ta philosophie, ton approche, ta vision, de l'entrepreneuriat, pour, qu'elle corresponde à tes aspirations profondes, là où énormément d'entrepreneurs vont se retrouver aspirés dans ce vortex qui est, la croissance, qui est, le développement, qui est, l'essor de leur projet et ça m'intéresse qu'on parle de tout ça. Donc on va parler, acquisition, on va parler conversion, sales, commercial, on va parler, delivery. Comment est-ce que tu fais en sorte que tes clients, soient tellement contents qu'ils reviennent et qu'ils en parlent autour d'eux et puis ensuite, ça nous, donnera une super rampe de lancement pour, commencer à parler d'autres sujets. Qu'est-ce que tu en penses? Et je suis hyper content, de que tu me reçoives, dans les jeunes branches, et enfin dans le podcast et qu'on parle de tout ça parce que en fait, il y a un truc qui est un petit glitch, c'est que vu que, bah, on en parlera, mais dans, mon métier, je parle beaucoup de RH, de management, éventuellement de la psycho qu'il y a derrière, de choses comme ça, éventuellement de la French Tech, donc le monde startup. Les sujets business au sens large, bah, ce qui nous rassemble en tant que chef d'entreprise et ce qui est le cas de la plupart des gens qui écoutent ce podcast, me semble-t-il, bah, j'en parle jamais. C'est-à-dire, moi, je fais ma petite popote, je fais mes petits châteaux de sable avec l'équipe Yaniro, je me plante, machin. Donc là, pouvoir parler de ça, c'est très rafraîchissant pour moi aussi parce que c'est un sujet qui me passionne. Moi, j'adore, je bois du petit lait quand j'entends Jérémy Coleman et toi sur un podcast et plein d'autres variantes. Donc écoute, let's go, j'ai très hâte. Qu'est-ce que tu peux nous dire, première question, là, au niveau des chiffres de Yaniro, en termes d'années d'existence, combien vous êtes dans la boîte? Combien de clients? Combien de post-it accrochés au mur? Tout à fait. Donc bah, peut-être, ça vaut la peine que je raconte ce que c'est quand même parce qu'effectivement, à un moment donné, là, sinon vous allez faire tout l'épisode en vous demandant: «Mais attends, est-ce qu'ils vendent des pelles? Est-ce que c'est une boulangerie? Est-ce que c'est des joints de climatiseurs de morgue?» Non, non, c'est donc que fait Yaniro? Avec les chiffres. Donc, Yaniro, on est une boîte qui existe depuis 2018, et le point de départ de la boîte, c'est d'accompagner les boîtes de la French Tech. Donc, dans le monde de l'entrepreneuriat, c'est la sous-famille des boîtes qui sont financées par des VC. Donc, les plus connus, c'est les licornes, hein, les Blablacar, les Conto, les Alan, les Payfit, les trucs comme ça. Et en fait, on s'est dit, tiens, et si on trouvait la manière, dans les modèles holistiques de croissance, de travailler sur la partie people et plus spécifiquement d'aider les gens les plus importants de la boîte à grandir aussi vite que la boîte, si possible sans se faire mal sur le chemin. Donc, les premiers, c'est les fondateurs et fondatrices, évidemment. Et bah, si vous nous écoutez, vous montez une boîte, vous savez que c'est pas une paire de manches simple, hein, d'arriver à ne pas péter en vol et voire même à ne pas être en retard sur sa propre boîte. Ça, c'est archi désagréable quand on a l'impression de courir après le train de sa boîte. Bon, et ça arrive tout le temps. Et en fait, chemin faisant, donc ça a pris la forme d'executive coaching. C'est le métier de base qu'on a exercé. Donc, moi, je suis executive coach, j'ai été formé à HEC et avant ça, je suis psy de formation, donc psy du travail. Donc, chemin faisant, on a accompagné de plus en plus de boîtes et les DRH, qui étaient souvent nos interlocuteurs, interlocutrices, ont commencé à nous dire OK, ça marche vachement bien, vous accompagnez nos fondateurs, nos fondatrices, vous accompagnez les top managers, les membres du COMEX, blablabla, c'est cool, ça marche bien parce qu'effectivement, le coaching est un très bon outil qui fonctionne bien et donc quand on rajoute notre patte qui est de recruter des coachs qui connaissent le monde de l'entrepreneuriat et tout ça, bah, ça fonctionne plutôt bien. Et en fait, ça a
enfin, comment dire? Ça a créé une autre offre qui est très importante, qui est probablement celle sur laquelle je vais le plus parler aujourd'hui, qui est l'offre d'accompagnement des managers. Parce que dans une boîte qui grandit vite, quand on commence à y avoir des dizaines, des centaines de personnes, bah, les managers ont une place qui est immense. On va faire très simple, les managers, le modèle standard, dans une startup, c'est que c'est des brels. Et c'est pas de leur faute, hein, mais c'est des ceintures blanches quoi, des ceintures jaunes. Et donc, on s'est dit: «Comment est-ce qu'on fait un truc qui scale beaucoup mieux que du coaching?» parce que le coaching, c'est du one on one, en gardant le coaching, hein, bien sûr. Comment on accompagne des batchs de managers pour les faire grandir aussi vite que la boîte, leur faire atteindre un niveau MBA, etc., etc. Donc on l'a pas pensé comme une formation en management, parce que former les gens en management, ça semble un peu naze, un peu médiocre. Et on s'est dit comment on fait du coaching at scale, comment on augmente le leadership, comment on trouve la manière de faire ça. Plot twist, c'est assez difficile à faire. Et en fait, donc là où on en est maintenant, c'est qu'on est une dizaine dans la boîte. Il y a un modèle qui est assez intéressant, qui m'a fait faire pas mal de cheveux gris au démarrage en tant que fondateur, c'est qu'on est une communauté de freelance. Donc en fait, il n'y a pas de salarié dans Yaniro. Il y a moi qui ai un salaire anecdotique et un alternant, mais sinon on travaille qu'avec des freelances et ça pose une grande question de comment est-ce que on fait comment dire, une tribu qui est malgré tout resserrée. Comment on n'en fait pas des mercenaires, comment on régale les gens de l'interne, et ça c'est tout un sujet. Donc on est une dizaine, on a accompagné 150 startups et scale-up, probablement plus maintenant, j'avoue que je suis pas très bon sur ces chiffres-là. Donc là-dedans, il y a des boîtes qui sont devenues des trucs monstrueux, les Ornicar, les Payfit, les Théodo, Open Classroom, j'en passe. Il y a des boîtes qu'on connaît pas encore, mais qui vont devenir ouf. Il y a des boîtes qu'on connaît pas et qui sont encore en émergence. Ce que j'adore, c'est ta thèse de départ qui rejoint parfaitement un des mantras de Scalesia, qui est que une boîte est la somme de ses compétences, donc une entreprise est la somme de ses compétences, la moyenne de ses talents et le fruit de ses ambitions, et enfin le dividende de ses ambitions, et que parce que tu peux jamais, t'as toujours une déperdition entre ton niveau d'ambition et comment tu l'atteins et ce que tu arrives à produire in fine. Et en fait, ça commence par celui qui la dirige, forcément, donc le founder, les cofondateurs, mais que très très vite, en fait, tu vas avoir une capillarité qui va faire que tes managers, tes salariés, tes travailleurs vont se retrouver en directe lignée de ce niveau-là d'ambition, de ce niveau-là de compétences et de connaissances. Et donc, c'est là que tu comprends que l'état d'esprit et le niveau de perfectionnement, le niveau d'expertise du cofondateur, donc des têtes dirigeantes, est fondamental parce que c'est lui qui va dicter, qui va indexer le reste des performances, le reste des aspirations de l'équipe. Donc, en fait, vous avez compris ça et c'est ce sur quoi vous vous positionnez pour maximiser ces variables et faire en sorte que la boîte performe le mieux possible. Pas mieux, pas mieux. Je vais mettre ça sur mon site, je pense. Alors, c'était peut-être un petit peu trop alambiqué, mais on retravaillera ça avec ChatGPT. Je pense qu'il peut faire un truc pas mal. Tout à fait. Alors, moi, j'ai une vraie question. C'est historiquement, on sait qu'il y a un énorme un intérêt très prégnant dans le fait de s'attaquer aux startups, de travailler avec des startups slash scale-up. C'est le fait qu'il y a une très forte capillarité de marché. Capillarité Oui. de marché, c'est quoi? C'est un terme que j'ai inventé qui explique que, peut-être qu'il y en a d'autres, mais en tout cas, moi, c'est le terme que j'ai intuité. J'ai intuité quelques slides, j'aimerais vous les présenter, ceux qui ont la référence. À quand Benoît dans Qui veut être mon associé? Ça serait génial. Je te laisse continuer. Et, hem je serai le perchiste, je serai pas dans le cadre. Mais, en gros, la capillarité de marché, c'est quoi? C'est avec quelle, propension et avec quelle vitesse, quelle vélocité ton marché va se mettre à parler de ton produit à parler, à diffuser ton produit. Donc, une capillarité de marché forte, c'est une capillarité, enfin, c'est un marché où, les gens sont plutôt très bavards. Les clients et les utilisateurs qui les constituent sont plutôt très bavards et on en parlait de fou autour d'eux. Typiquement, un marché très peu capillaire, c'est le marché je vais pas faire de jeu de mots, mais c'est le marché des experts comptables, par exemple, ou des avocats. Traditionnellement, il y a des exceptions, mais ça tend à être très peu capillaire. Donc c'est très, très chaud d'aller Vous avez chercher la le bouche blague à sur la capillarité. j'espère. J'espère. L'avantage de la startup, de la scale-up, c'est que ça parle énormément. Les fondateurs parlent énormément entre eux. Il y a un très fort tissu social, en fait, inter-entreprise. Et donc, ça permet d'être très rapidement porté comme ça par le marché, à condition de faire les choses bien. Mais moi, ma question, c'est avant de déclencher cette capillarité, il y a deux équations. Déjà, de variables dans l'équation, c'est déjà ton go-to-market, comment tu attaques le marché. Et deuxièmement, comment est-ce que tu fais en sorte de tellement régaler ses premiers clients que ta capillarité se déclenche et que tu commences à aller choper du bouche à oreille. C'est les deux variables de ton équation, en fait. Est-ce que ça te dit qu'on en parle de ces deux parties-là, déjà De pour fou, commencer? de fou. Et sur la notion de capillarité de marché, tout à fait. Je vais garder le terme là pour l'instant parce qu'il me semble très bien.
Et en fait, je vais juste vous faire une démonstration très simple, à 2 isomarchés qui se ressemblent et en fait, quelle différence ça fait quand il y a une grosse capillarité de marché et quand il y en a pas. Parce que c'est très important ce que dit, Benoît et je m'y retrouve bien parce que c'est conscient. C'est-à-dire, c'est pas comment dire? C'est pas un truc qui nous est tombé dessus où on s'est dit: «Tiens, bon, en fait, et cetera». Donc en fait, on va prendre, un marché qui est bien. Prenons, le, SMI, Small and Medium Enterprise. OK. Si on adresse les PME, c'est invraisemblablement plus galère d'avoir un effet de bouche à oreille et un effet de capillarité que la French Tech. Pourquoi? Parce que la French Tech, il y a, énormément de nœuds qui sont connus. La BPI, les incubateurs, les accélérateurs, les fonds d'investissement, ils investissent, dans pas mal de boîtes, donc pour peu que tu régales une boîte, ils vont te présenter les autres et cetera. C'est des gens qui se parlent, c'est à Paris, donc c'est moins éclaté, on peut même aller plus loin en disant qu'il y a un petit effet entre soi qui a des effets de bord désagréables, mais qui pour notre comment dire sport est intéressant au sens où quelle que soit la métrique qu'on prend et l'angle qu'on prend, cette capillarité de marché va avoir un impact. Si on a un produit qui régale, bah, ça va pas mettre très longtemps avant que il y ait un bouche à oreille naturel qui se crée parce que votre ICP, enfin notre ICP en l'occurrence, il est sur un Slack avec 6000 personnes qui ressemblent à cet ICP là. Et donc quand quelqu'un va dire bon bah Yaniro comment c'était et qu'il y en a trois qui disent bah moi je l'ai fait il y a pas longtemps et c'était fou. Alors par contre, il faut que ce soit vrai, évidemment, et c'est là où on va y venir, et ça va être le gros du truc. Bon, bah forcément, ça marche. Et donc, bah, Plot Twist, c'est peut-être notre accélérateur d'acquisition le numéro un. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça marche sur le contenu aussi. Donc nous, on va en reparler, mais notre acquisition, elle est full inbound. Donc en fait, on produit du contenu et ça fait venir les gens. Et ce contenu-là est partagé également avec la même capillarité. OK. Et on va reparler, plus en détail du contenu ensuite parce que je sais que tu as une stratégie de contenu qui tourne extrêmement bien. On en parle régulièrement et tu as énormément d'insights à nous partager. Mais tes premiers clients à l'époque, comment est-ce que tu allais, parce qu'on l'a vu, hein, pour déclencher cette équation capillarité, c'est un bon produit, fois un go to market. Go to market, c'est comment tu attaques le marché. Comment tu es allé les choper, les signer, tes 5-10 premiers clients à l'époque en 2018 quand tu t'es lancé? Perfect. Donc là, en plus, tu touches un truc qui est cher à mon cœur. Et je suis ravi qu'on puisse prendre le temps de le faire vraiment dans cet ordre-là. C'est quel conseil s'applique à quelle étape du processus. Dit autrement, si vous vous mettez à la muscu et que vous regardez des vidéos de nerds scientifico-ésotériques de la muscu qui vous parlent dans des termes où vous êtes obligé d'ouvrir un dico à chaque fois, bah non, commencez par aller marcher dehors, faire un peu de sport, manger un peu mieux et ça ira très bien. On retombe sur non plus seulement les principes premiers, mais non seulement le début des principes premiers. Donc là, effectivement, la question numéro un, c'est quoi le 0 à 1? Au début, je suis à 0, il n'y a rien. Je suis même dans une boîte où il n'y a pas grand monde. Hein. J'ai des co-founders, etc. Qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, en fait, le principe reste le même, mais il y a des pivots qu'on a fait en cours de route qui nous ont aidés à déclencher le palier de croissance d'après. Le premier palier de croissance de 0 à 1, en fait, la logique a été la suivante. On s'est dit, faut qu'on trouve des clients. On va leur vendre du coaching. Au début, on n'a que du coaching. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Comment on price? Où est-ce qu'on les trouve? En fait, on a pris la même logique. On a pris la logique de capillarité, mais celle qui prenait le moins de temps possible. Parce que le problème, c'est que la capillarité par le bouche à oreille, ça marche, mais il faut des premiers clients et il faut des premières régalades. La capillarité par le contenu, ça marche, mais vous savez très bien que les stratégies de contenu, ça met 6 mois avant de commencer à porter des dividendes. Faut voir ça comme une toute petite boule de neige qui après devient inarrêtable. Mais au début, bah, c'est la trim. Et donc, faut aller plus vite que ça. Donc, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on est allé chercher des nœuds de start-up. On est donc des nids de start-up, des réseaux entreprendre, Hub BPI, 50 Partners, etc., des incubateurs, des accélérateurs. Et on est allé leur proposer à eux une offre qui n'était pas possible de refuser. On leur a dit, on connaît des trucs sur la santé mentale des dirigeants, sur le fait de ne pas se faire bouffer par sa start-up, sur le fait de ne pas se faire éclater parce qu'on avait ce knowledge et on avait testé des choses. Est-ce que ça vous dit qu'on pitch une masterclass de 1h30 dans les onboarding de vos startups que vous essayez de faire réussir et en échange, on demande rien. On se fait pas payer, c'est juste quelque part et on vous promet que c'est pas de la pub. C'est-à-dire c'est de la vraie valeur et nous après on dira juste aux startups si vous voulez bosser avec nous, vous faites ce que vous voulez. Et en fait, on a fait ça a marché, on a eu nos premiers clients. Ça c'est hyper important maintenant que j'y repense. Un truc qui m'a donné énormément de drive, c'est que cette stratégie-là qu'on a testée un peu au feeling, elle a porté ses dividendes dans la première itération. La première itération, j'ai eu mon premier coaché de startup comme ça. Donc c'était hyper marrant d'ailleurs parce qu'il m'a dit bon du coup c'est combien le coaching? Je sais merde, j'y avais pas pensé à ça. Donc j'ai trouvé un pricing qui est une fraction du pricing actuel qui me semblait pas mal. Devine. Ouais, non, mais bah, t'as combien? J'aime bien tes lunettes. Si tu me files tes lunettes, ça s'envisage. Et donc on l'a fait avec vachement d'humilité.
Et après, Un on a saucisson. raffiné le truc. Comment? Ouais, une Un unité, saucisson. de citron. Ouais et après on a raffiné le truc. C'est-à-dire que on a vu que ça marche, donc on s'est dit: «Bon, bah, en fait, on va, crank up the number, on va essayer de rencontrer tous les incubateurs et les nœuds de start-up de, la scène parisienne» et c'est ce qu'on a fait. On les a tous rencontrés et on s'est dit: «Tiens, on a un angle qui marche bien, qui est comment ne pas se faire bouffer par sa start-up. Est-ce qu'on créerait pas des angles différents qui attirent l'attention?» Et en fait, c'était déjà du contenu. On a fait, comment les névroses des founders deviennent les névroses de leur boîte. On a fait comment créer une boîte qui résiste au tsunami de l'hypercroissance, une équipe qui résiste au tsunami de l'hypercroissance. Et après, on a raffiné nos call to action. C'est-à-dire qu'à la fin, on disait juste: «Bon, bah, si tu veux bosser avec nous, vas-y, hein, y a pas de souci, on est là, hein», et cetera. Et après, on a dit: «Est-ce que ça marche si on donne, une session de coaching gratuite?» pour que les gens se découvrent ce que c'est. Et après, on est allé un cran plus loin et c'est un truc de renard qui a eu à l'époque un taux de transfo qui était bon. C'est que, on a transformé la session de coaching gratuite en le golden ticket. Et en fait, le golden ticket, c'était un vrai ticket doré, physique, qu'on imprimait, qui shinait comme pas possible. Et on leur disait: «Voilà, on veut vraiment que vous progressiez, donc vous avez une session de coaching que vous pouvez utiliser tant que vous êtes accompagné par cet incubateur. Il y a votre nom, on va mettre votre nom dessus, et cetera. Gardez-la précieusement dans votre portefeuille parce que quand vous ferez la session de coaching, on vous la demandera». Et ça a augmenté le taux de transfo. Excellent. C'est quelque chose qu'on a testé de notre côté, très récemment, donc pas personnellement, mais Jocelyn chez nous qui est le CEO du Starter Pack, donc une de nos futures filiales, qui, s'est amusé à aller faire qu'il a fait plusieurs fois, des conférences dans des incubateurs aussi, donc exactement la même stratégie que toi, que vous à l'époque et qui à la fin, ouais, propose un coaching, comme ça, sur la base du volontariat, de ceux qui veulent en fait aller encore plus loin. Donc 30 minutes de consultation offerte et ouais, le taux d'activation est fou. Le taux Bah, un d'activation truc est phénoménal. que Jocelyn, si tu nous écoutes, tu peux tester. Si tu les vois en vrai, donne un ticket physique, Scalesia joli, un peu, verdâtre avec des petites feuilles et tout et je pense qu'il y a un truc à faire. Ou une plante directement. Une plante, mais de fou. Tu fais, Une la Montserrat, plante. une Montserrat par personne. Moi, je suis chaud. Et donc, là, c'est donc en gros, tu t'es, vraiment appuyé sur, déjà le choix de ton marché. Ça, c'est quelque chose de très, d'extrêmement sous-coté. C'est, le De le fou. choix de la vague, en fait, sur laquelle tu surfes, vraiment. Les meilleurs surfeurs sont, techniquement dans le très haut du panier, ça, c'est une évidence, mais sont aussi extrêmement chauds dans le choix des bonnes vagues. Parce que tu as pas le droit à l'erreur. Parce que si tu prends la mauvaise vague, bah, derrière, tu sais très bien que, la prochaine, tu la prendras pas avant, 15 minutes, le temps de te remettre, de te remettre en position. Et qu'en plus de ça, il y a une queue invraisemblable d'autres surfeurs qui attendent à prendre leur vague. C'est exactement la même chose quand tu es entrepreneur. En fait, les bons entrepreneurs sont pas 10 fois meilleurs, 100 fois meilleurs, ça n'existe pas techniquement parlant que leurs homologues, mais par contre, ils ont une expertise qui est le choix du bon marché et à l'intérieur de ce marché, le choix du bon client. Donc en gros, ils sont parfaitement capables, ces bons entrepreneurs-là sont parfaitement capables de dire exactement qui est leur client idéal, quels sont les green flags et quel est leur pire client qui ne doivent surtout pas signer et quels sont les red flags en fait qui leur correspondent. Et ça fait absolument toute la différence. Et toi, en fait, c'est quelque chose que tu as intuité, que tu as cerné très intuitivement dès le début. C'est de te dire, OK, je vais choisir le bon marché qui va me porter et sur lequel je vais pouvoir construire quelque chose d'intéressant en m'embêtant le moins possible, en fait. Et alors ça, je peux te faire une séquence là-dessus qui est connectée à la notion de lifestyle business, enfin de comment tu crées aussi un véhicule qui est connecté à ta vie en tant qu'entrepreneur, ce qui est mon cas, hein. Enfin, moi, je mets une attention très particulière à ça. En tout cas, j'essaye de faire de mon mieux. Sur la notion de marché, moi, il y a une phrase que j'aime bien. C'est, je sais plus qui l'a dit, c'est probablement Hormozy, mais je suis pas sûr. C'est en gros, tu es obligé d'être, et ça, je l'ai vu, mais tellement de fois. Parce qu'un autre truc qui est drôle, c'est que vu que je suis connecté à plein d'entrepreneurs, mécaniquement, des startups, je l'ai vu ça aussi. J'ai vu les start-upers qui triment de la mort parce qu'ils n'ont pas de marché ou que leur produit est pérave. Et j'ai vu ceux qui sont juste en train de collecter les euros parce qu'ils ont un positionnement marché, un product market fit qui est exceptionnel. Et en fait, c'est pas la vitesse à laquelle tu rames, c'est le bateau dans lequel tu es, effectivement, ou la vague que tu sors. Et en fait, moi, la phrase que j'ai toujours en tête, c'est: t'es obligé d'être bon en sales que quand ton marketing est à chier. Parce que si ton marketing était clair et que ton copywriting était clair et que ton branding était clair, les gens comprennent ce que tu es en train de faire. T'es pas obligé de les pitcher. Alors, c'est pas tout à fait si simple que ça, mais t'es obligé d'avoir un bon marketing que quand ton produit est pas au niveau. Parce que Tesla, ils font pas de pub, hein. Tesla, ils font des Tesla. Et après, on se démerde, on les achète, etc. T'es obligé d'avoir un bon produit que quand le pain marché que t'adresses est pas assez fort. Parce que la vérité, c'est que si t'es la seule cabane à hot dog à la sortie du stade du match de l'année, tu peux vendre
des hot dogs dégueulasses, très chers, tu les vendras. Bon, je te conseille pas de les faire, hein, évidemment. Et c'est ce qui fait que quand on est entrepreneur, et c'est vraiment, et ça, si on parle de l'évolution Yaniro, j'en ai plein des moments de pivot comme ça. Les plus gros changements sur le CA, sur l'impact qu'on a, c'est toujours marché ou produit. C'est là où ça a un impact qui est démultiplicateur. C'est là où tu fais des multiples. Plus haut, tu En fais des incréments pour moi. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que, alors je vais, me baser sur un adage qui a plein d'imitations, qui a plein d'angles morts et qu'il va falloir clairement nuancer, mais mais qui est quand même ancré dans une certaine réalité. C'est que, comme tu l'as dit, tu n'as besoin d'être bon en vente que quand ton marketing est mauvais et tu n'as besoin d'être bon en marketing que quand ton produit est mauvais. Si tu as un bon produit, excellent, bien positionné, qui répond aux problèmes, paraphrase ce que tu es en train de dire, hein, mais, déjà mécaniquement ton marketing va suivre, mais ton marketing va devenir un coefficient multiplicateur de ce produit. Et la vente, elle, à son tour, va finir par devenir un coefficient multiplicateur de ton marketing et de ton produit. Mais jamais dans l'autre sens. C'est-à-dire que tu ne bâtiras jamais une boîte en étant exceptionnellement talentueux en vente avec un produit et un marketing déplorable. Par contre, la vente, un bon process commercial, un bon process de conversion peut diamétralement changer tes performances parce que au bout d'un moment, bah, théorie des contraintes, tu vas laisser de l'argent sur la table à ne pas être optimal. Et c'est ce qui fait, enfin Tesla, je reprends l'exemple de Tesla. Tesla se permettent aujourd'hui le luxe. Peut-être que ça a changé, mais il y a quelques années, ils étaient connus pour être très très mauvais en vente pour le coup. C'est-à-dire que vraiment les concessionnaires en avaient absolument rien à foutre. Heu, Si demain ils résolvent leurs contraintes de production, leurs contraintes d'approvisionnement et qu'ils sont en mesure d'arroser le marché à hauteur de leurs ambitions, parce qu'ils vont chercher ils vont chercher la matière première sur la Lune et sur, Neptune, et ben, là, le fait d'optimiser leur processus commercial et d'arrêter d'avoir des commerciaux, déplorables, mais au contraire des commerciaux qui font leur travail correctement, va devenir un coefficient multiplicateur parce qu'ils vont résoudre la contrainte. Ils vont enlever le nœud, en fait, du tuyau d'arrosage qui obstrue le flux et qui permet de collecter encore plus de thunes, en fait, tout simplement. Et ça, tu l'as parfaitement compris à l'époque et tu t'es dit: «OK, comment est-ce que je peux me concentrer sur ce qui va faire la différence in fine, c'est-à-dire mon produit et mon offre?» Ouais, tout à fait. Ça te dit qu'on en parle un petit peu? Bah, à fond, c'est c'est probablement, le sujet sur lequel, j'obsède le plus et le plus volontiers. C'est-à-dire, c'est vraiment, Eh ben, ma obsédons passion. ensemble. Ouais, donc obsédons. En plus, je sais que c'est un sujet qui te plaît bien aussi, donc Bah, vas-y, par quel bout tu veux qu'on le prenne? Bah, ce qui est marrant, c'est que, les gens pensent que, je consacre mes journées, au marketing de Scalesia et la majorité de mon espace mental au contenu que je publie. La vérité, c'est que, tout comme toi, en fait, mon obsession, c'est le produit, c'est les produits Scalesia c'est ce qui, je sais, nous fera gagner à long terme et c'est ce qui me rapporte le plus de satisfaction. C'est-à-dire que, l'impact dopaminique d'un win client, donc d'un client qui génère du résultat ou d'un témoignage qu'on publie, dont les chiffres relatés sont un x5 sur le CA. C'est le dernier témoignage, un client qui a fait x5 grâce à nous en 6 mois, grâce à nous et grâce à son travail immense aussi, hein, mais x5 sur le CA, ça me génère, ça me déclenche 100 fois plus de dopamine qu'un post qui part viral. Vraiment, il n'y a pas de commune mesure. Et donc oui, clairement, parlons de l'offre, parce que de l'offre et du produit. À l'époque, comment est-ce que tu as fait? Parce que la grosse question, c'est ouais, par quel bout je prends le truc? Déjà, j'y connais rien, je sais pas quoi vendre, je sais pas à qui. Toi, à la base, comment tu as procédé? Alors, pour ouvrir cet arc offre, je pense que ça va être beaucoup plus, parlant, parce qu'encore une fois, j'essaye de réfléchir comme toi à la valeur qu'on peut apporter à ceux qui nous écoutent, de prendre une offre, qui se prête vachement bien à la compréhension de l'incrément, de comment tu l'améliores et cetera. En gros, pour le faire simple, je vais mettre de côté un petit peu le coaching, de dirigeants, et cetera, parce que, les itérations sur l'offre sont moins parlantes que l'autre offre dont je vais vous parler. Donc, on est en 2000 quelque chose, peut-être 2020, et en gros, l'insight marché qui nous est remonté, c'est: on tient quelque chose avec le coaching et avec l'amélioration des key people, mais on a un problème de scalabilité, au sens où le coaching, c'est relativement cher, et donc, mais ça paraît même assez logique, si tu veux que toute ta boîte apprenne la Zumba, tu vas pas leur mettre un prof particulier de Zumba derrière chacun, pas trop possible, c'est pas idiot déjà. Donc, on repart à créer une nouvelle offre dans Yaniro, qui est l'offre de formation des managers, parce qu'en gros, la demande, c'est les DRH ou les founders nous disent: je veux que vous fassiez grandir tous les managers et je compte certainement pas mettre 8000 balles par manager, ce qui est le prix d'un coaching. Make sense, c'est logique, et c'est pas une question de rasinerie, c'est une question de positionnement marché. C'est pas un prix qui existe a priori, enfin, c'est pas un prix qu'ils mettront globalement. Bon, donc on se dit: on va former les managers. Le point de départ, et ça va être hyper important, c'est le point de départ qui est, je pense, classique, limité, mais peut-être obligatoire,
c'est le benchmark. C'est-à-dire, on sait qu'on veut former les managers, Mmh. donc on fait un mix entre ce qu'on a compris du marché avec notre offre du coaching et avec nos échanges et en discutant avec les clients, petit cut vers ce qu'on va dire après, parler aux clients tout le temps, parler aux prospects tout le temps, parce que c'est là où est la vraie info, hein. Et donc, on se dit, on va construire une offre de formation. On copie un peu des gens qui font de la formation bien, on rajoute nos propres insights dans notre propre marché, de machin, sort la V0 ou la V1 du produit, qui est une formation distancielle, dans laquelle, en gros, on forme les managers, on a un price point à 890 €, un truc comme ça. Ça ressemble à Growthmaker, pour faire simple, et c'est très, très MOOC, au sens où il y a des vidéos que j'ai enregistrées, ça m'a pris un temps infini, mais je l'ai fait, ça a un gros investissement, on y va. On trouve des petites ruses pour avoir nos premiers clients, donc en fait, je prends des gens que j'aime beaucoup, donc les Benoît de ce monde, je leur dis: «Est-ce que tu veux être ambassadeur du truc?» Et donc ce que je vais te demander, c'est d'enregistrer une vidéo qui sera un cours à l'intérieur de la formation et on signe un contrat, en échange de quoi les managers de ta boîte auront un price point préférentiel pour toujours. Fine, ok. Donc on a fait ça. On a eu nos premiers batchs. Ça a duré un petit moment. Ça marchait bien. L'avantage, et c'est assez réjouissant, c'est que c'est hyper scalable. Il y a très peu d'investissement, à part c'est l'investissement initial, donc tu marges vraiment fort. Mais là, on se heurte au premier problème. Alors tu m'arrêtes quand tu veux, mais et le premier problème dont je me rends compte, c'est que on a optimisé l'offre pour faire une offre et pour du revenu, mais pas pour l'impact. Dit autrement, visualisez, hein, vous êtes manager ou vous envoyez vos managers. Ils vont suivre un programme MOOC, donc où ils vont regarder des vidéos. Il y aura des visios avec Alexis et son orchestre de temps en temps, mais c'est très 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 autonome. Et donc, comme du très 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 autonome, c'est pas un problème le MOOC. Bah, ceux qui vont le plus s'en sortir, c'est ceux qui ont déjà un drive très fort, c'est ceux qui sont déjà bons, etc. Et vu que on essaye de générer du CA là-dessus pour commencer à financer la suite, bah, on fait pas trop d'efforts au débarrage, on prend tout ce qui, tous les gens qui veulent nous envoyer des managers, on dit oui. On est en plus des bons élèves, on est gentil là-dessus. Donc là, ça crée un premier problème qui est que, et ça va être le truc qui est le plus important, le produit est pas aussi bon que ce qu'on croit. Il est pas très bon, ce produit. Il est pas très nul, mais c'est un petit 12 sur 20, quoi. Donc, avant que je passe à la C'est suite, parce que la révolution Super Saiyan, elle est après, est-ce que tu veux faire une pause ici? c'est même pas une pause, c'est juste pour compléter, même pas compléter, mais te faire part de ma réflexion à la volée. Mais quelque chose de très contre-intuitif, c'est qu'un produit tout juste satisfaisant est aussi délétère à moyen long terme qu'un produit non insatisfaisant. Pourquoi? Parce que un produit tout juste satisfaisant, t'en parles pas autour de toi. Voire même, tu vas dire: «Ouais, bah écoute», si on te demande ton avis, tu vas dire: «Ouais, bah écoute, tranquille quoi». Enfin, ni plus ni moins, quoi. Ça va pas changer ma vie. Et en fait, ce ça va pas changer ma vie est aussi négatif dans son impact qu'un avis purement négatif, très clairement. Parce que 100%. quelqu'un, un acheteur potentiel qui est en train de considérer ton produit, qui reçoit, à qui on délivre ce feedback-là, tu peux être sûr et certain, avec 99% de chances qu'il achètera pas. Et à moins que tu sois très 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 bon en vente derrière pour attraper le truc. Et donc en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un produit tout juste satisfaisant qui fait à peine ce qu'on lui demande, ni plus ni moins, et ben, te donne autant de chances de gagner que si ton produit était mauvais. Ergo, un produit dans la moyenne, en fait, ne te permettra jamais de décoller. Tu as une manière très simple de visualiser ça. Pensez à des livres. Un livre qui change votre vie, vous en parlez tout le temps. Moi, je parle en boucle des 4 mêmes bouquins. Je peux vous parler de Sapiens, qui est mon bouquin de non-fiction préféré. Je peux vous parler de 100 ans de solitude, qui est mon bouquin de fiction préféré. Je peux vous parler d'Alex Hormozy pour tous les bouquins business. Parce que c'est le top du top du top du top du top. Là, en ce moment, je suis en train de lire un truc. Bah, je vais pas vous en parler parce que... Et c'est OK, quoi. Mais si c'est OK, je vais pas vous en parler. Et si vous me demandez ce que j'en pense, je vais vous dire... Ouais, si tu veux. Et tu raison, ça bloque la croissance immédiatement, hein. C'est immédiatement. Et en fait, la seule solution à ça, c'est de produire un contenu, de concevoir un produit, je vais y arriver, qui est 10 fois meilleur que ce qu'il n'est au départ, en fait. Vraiment. Et c'est d'avoir un niveau, en tout cas, à mon sens, c'est d'avoir un niveau d'exigence qui est anormal, Oui, qui est censé te mettre très, très mal à l'aise, quoi, à l'origine. bah, c'est clairement ça et puis on va rentrer dans les entrailles du truc parce que c'est juste maintenant, hein. Là, Ah bah, c'est la suite. mais justement, c'était un petit préambule. Aujourd'hui, comment tu fais? Parce que je sais que là, ta tagline, c'est, vos managers au niveau NBA. Ouais. Proposition de valeur, promesse, punchline que je trouve excellente, hem, sur laquelle on va revenir ensuite, quant à sa genèse et quant à son armature. Mais, comment tu as procédé pour partir de cette première version qui était encore balbutiante, qui était tout juste satisfaisante, à ce que tu as aujourd'hui qui,
et peu ou prou, quand même, très, très clairement du bon côté de la courbe. Ouais. Alors, j'ai eu une chance inouïe, vraiment, parce que là, ça fait très storytelling, mais c'est exactement ça qui s'est passé, hein. Heu, En gros, donc, on avance sur ce format, on forme quelques centaines de managers, parce que mine de rien, ça marche, hein. C'est-à-dire, ça c'est intéressant. Il y a pas mal de trucs, ça va marchoter. C'est-à-dire, ça marche, vous allez générer du CA, vous allez trouver des clients, mais ce qui va se passer, c'est des effets de palier. Nous, on a eu des effets de palier où en fait, il y a eu 2-3 années d'affilée où on a fait le même CA, à peu près, tu vois, à quelques pourcentages, et on s'est dit, tiens, mais c'est bizarre, quoi. Pourtant, on a l'impression que ça avance, les gens nous aiment bien et tout. La réponse, elle est très simple, c'est notre produit est pas bon, ou pas assez bon, ou en tout cas ce produit-là. Mais donc, je vous donne un peu la visualisation. On est vers 2022, je crois, ou 2020, ouais, un truc comme ça. On génère quelques centaines de milliers d'euros de CA sur ce produit-là. Et il y a un gars que je peux citer, hein, c'est Nicolas Ducharme, qui est un C-level de Batch, une startup que j'avais coaché. Donc il m'a vu en coaching et il me connaît bien. C'est quelqu'un avec qui j'ai des atomes crochus très forts, que je trouve très sympathique et formidable. Euh, il a fait la formation, il nous a envoyé des managers, et il est très fort en feedback. Et il est très naturel et genuine en feedback. Et il me dit, Alexis, est-ce que je peux te dire un truc? Je fais, ouais, bah oui, avec grand plaisir. Et il me dit, quand je vois le potentiel que vous avez, parce que je te connais, parce que je vois la réflexion que vous commencez à avoir sur la French Tech, parce qu'on la connaît en fait à force, cet environnement-là, le savoir que vous avez engrangé et ce que vous pouvez faire en coaching, la formation, elle atteint un pénible 13 sur 20, quoi. Vous valez tellement mieux que ça me rend malade. Au début, je me prends un coup de poing dans le ventre, je me dis, ok, allez, vas-y, on serre les dents, on retient la petite larme. Et après, je commence à réfléchir. Et je me dis, mais c'est vrai. Et je vais même aller plus loin. On s'en est rendu compte après coup qu'on ne mesurait pas les bonnes métriques. On ne mesurait pas le NPS, on ne mesurait pas la satisfaction. Donc en fait, on se disait, il est bien ce produit quand même, mais ça sortait de notre petite tête. Il est bien, il se vend, il est bien. Il se vend, il est bien, exactement. S'il se vend, c'est qu'il est bien. Non, mais alors ça, les angles morts des entrepreneurs, c'est-à-dire, il est bien ce produit. Tu mesures le NPS? Non, t'en sais rien. Et puis de toute façon, il se vend. Mais non, mais il se vend. T'es en croissance sur le CA? Non. Bah, mais non, mais c'est autre chose, tu sais, c'est la crise, le Covid, ma bonne dame et tout. Oui, non, bref, on verra. Et donc, là, je me mets, franchement, c'était exactement comme ça que ça s'est passé. Je me suis fait un pacte avec moi-même. Je me suis dit, c'est hors de question qu'on fasse un produit à 13 sur 20. Et en fait, le parallèle que j'ai eu, et c'est un truc qui a beaucoup résonné en moi, et j'en ai parlé avec Nicolas après, c'est les séries Netflix moyennes. Tu sais, il y a toujours quelqu'un qui va dire, hey, t'as vu la série machin, le jeu de la dame là? Et dans ma tête, je vais toujours dire, ok, quoi, c'est la série de l'année, c'est Breaking Bad et tout. Il me fait, oh bah non, tout de suite, mais c'est pas mal quoi. Mais j'ai pas envie de regarder une série pas mal quoi. J'ai pas vu Les Sopranos déjà. Donc je vais regarder Les Sopranos, je vais regarder Breaking Bad, je vais regarder Tchernobyl, je vais regarder des séries à 19 sur 20. Ain't nobody got time for that. Et je me suis dit, oh, mon Dieu, Alexis, ton produit, c'est un produit à 13 sur 20. C'est un produit où, avec un peu de hype, comme la dernière série Netflix, t'arrives à le vendre, mais ça fera pas les annales, quoi. Loin de là. Donc j'ai dit, stop. Et j'ai fait un truc qui est douloureux, mais qui, avec le recul, était important. J'ai fait deux trucs. Un, on a mis le produit à la poubelle. Quand je dis à la poubelle, c'est à la poubelle. On a dit, tabula rasa, on repart du début, on va pas se laisser avoir. La raison pour laquelle on a eu un produit à 13 sur 20, c'est qu'on l'a benchmarké sur des produits à 13 sur 20. Parce que plot twist, le monde de la formation est nul à chier. Les produits de base sont nazes. Donc, et on a copié des produits moyens. Et vu qu'on a fait un peu d'effort, on est arrivé à quelque chose de pas trop mal. Mais c'est pas suffisant. Et l'autre truc, c'est que je me suis fait un pacte avec moi-même. Et je crois qu'on s'est vraiment rencontrés à la fin de ce pacte. C'est je me suis dit, les 12 prochains mois, je passe la majeure partie de mon temps là-dedans, à parler avec des clients, à faire le produit moi-même, à me mettre sur le terrain, à me saigner comme un animal, à vraiment faire tout ce qu'il faut pour avoir la meilleure pizzeria du village. Et je vais le faire avec l'humilité qui est la seule qui vaut, qui est de partir du principe qu'au début, ça sera naze et qu'on va apprendre petit à petit. Qu'est-ce que j'ai fait en un? Qu'est-ce qu'on a fait en un? Je dis je parce que je me suis vraiment beaucoup saigné là-dessus. Heu, j'ai engagé des conversations avec absolument la terre entière. L'avantage, c'est qu'à ce niveau-là, j'avais, développé un peu de contacts. Donc j'ai pris tous les CEO que je connaissais, tous les DRH que je connaissais, tous les managers que je connaissais, et c'était l'été, et j'ai fait des one-on-one meetings de 30 minutes où je leur ai posé des milliards de questions. Donc c'était des dizaines et des dizaines, j'y ai passé mon été, hein. Et les questions, vu que j'ai un petit background de coach, j'ai posé des questions de renard. Donc je leur ai pas dit, «Ah, qu'est-ce qui serait bien? Qu'est-ce que machin?» Je leur ai dit, c'est quoi l'expérience d'éducation ou de transformation ou de compétences la plus incroyable dont tu as été témoin de ta vie? Et là, j'ai eu des trucs hyper intéressants. Il y a quelqu'un qui m'a dit, bah moi, j'ai envoyé ma fille à Montessori et c'est fou. J'ai fait, ah, Montessori, il y a peut-être des trucs à prendre parce que à la fin, la formation, c'est de l'éducation. Bah moi, j'ai eu
Quand je faisais du théâtre dans une troupe un peu standard et qu'on répétait, toute l'année, en glandouillant et en fumant des pètes pour une représentation générale, c'était moyen. Puis je suis passé dans une autre troupe, où, je jouais devant des enfants malades tous les dimanches et du coup, je suis devenu super fort. Intéressant. Est-ce que du coup, faut pas augmenter le volume de pratique et arrêter de faire des trucs, théoriques et cetera? Et j'ai pris tous ces trucs-là, je posais d'autres questions, hyper roublardes, une que j'adore, je vous les donne, hein, parce qu'elle marche bien. Si le produit coûtait 100 000 €, qu'est-ce que tu exigerais qu'il soit dedans? Tu nous envoies ton manager, c'est 100 000 balles. C'est comme ça. Et là, ils nous ont dit: «Ah bah, alors déjà, le midi, il faut que ce soit un chef étoilé et puis il faut qu'il y ait, du temps, de qualité avec toi et puis gna gna gna» et cetera. Et en fait, on a fait tout ça, on l'a secoué et on s'est dit: «On va faire un produit qui pète des barreaux de chaise et on verra après combien ça coûte, combien on marge, et cetera». Ça, c'est une autre question plus tard. Et donc, on a fait un premier produit sur lequel on margeait moyen. Et donc là, ça a pris plein de formes très bizarres, dont des trucs qui étaient des vrais sauts dans le vide, hein, typiquement. Donc là, admettons, vous nous contactez, vous voulez nous envoyer vos managers, ou vous voulez vous former vous-même pour, arrêter d'être nul en management et enfin, sortir du quasi burn-out permanent qu'on a quand on n'est pas bon en management. Bah, ce qui va se passer, c'est que le programme, il dure 3 mois. On a cuté le distanciel alors que j'habite en Suisse, hein, donc parce que le présentiel, dans ce cas très précis, c'est mieux. Et on a fait le test dans tous les sens et c'est une évidence que c'est mieux. On a augmenté le volume d'heures de coaching. On a rajouté du mentorat des meilleurs managers de la French Tech. Donc en fait, dans un batch de 3 mois, nous, on paye une blinde la meilleure manager de Tesla, puis Deezer, puis et avant ça L'Oréal de Payfit. Enfin, c'est des gens qui sont des brutes épaisses. Ça, comment c'est possible? Bah, parce que j'ai eu la chance de rencontrer plein de gens. On en reviendra, c'est sur le contenu, les podcasts, les trucs comme ça. Et je paye bien tous ces gens-là, globalement. L'autre truc qu'on a fait, par exemple, c'est de faire des trucs qui n'existaient pas. Mais qui venaient de mon adjacent. Nous, on s'est rendu compte que la meilleure manière de progresser, qu'on connaissait, c'était d'augmenter le volume de pratique intentionnelle et de faire de la pratique filmée et revisionnée, comme le font les sales, comme le font les sportifs, qui est de re-regarder le match ou de re-regarder les calls. Et ça, on l'a mis auprès des managers. On a dit, vous allez filmer des vrais one-one avec des vrais direct reports et où vous allez pratiquer ce qu'on vous dit de faire sur le feedback, sur la posture manager coach, sur comment donner de la reconnaissance. Et nous, on sera à l'autre côté, on va vous dire ce que vous faites bien, ce que vous faites pas bien, et ce que vous faites pas bien, vous recommencez. Un autre truc qu'on a mis en place, c'est qu'on s'est dit, OK, c'est qui les tauliers absolus de l'éducation? Les tauliers absolus de l'éducation, c'est la Ivy League, c'est Harvard, c'est des trucs comme ça. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils font des trucs qui sont très très durs. C'est qu'ils te sélectionnent à l'entrée, ils te sélectionnent au milieu, ils te sélectionnent à la fin. Si tu as pas envie d'être fort, enfin, ça c'est le bluff de Harvard. Harvard crée des brutes parce en fait, ils prennent les meilleurs, puis ils dégagent ceux qui n'arrivent pas à tenir le choc, puis parmi ceux-là, ceux qui ne sont pas les meilleurs de ça ne graduent pas. D'ailleurs, Je vois que tu veux réagir à ça. il y a quelque chose de très sociologique, c'est marrant, hein, mais il y a quelque chose de très sociologique, dans l'éducation supérieure, aux États-Unis qui est encore plus brutal dans sa structuration qu'en France. Parce que, la distribution, la répartition des étudiants, en fonction des différentes universités et de leur standing respectif est directement indexée sur, les scores au SAT. SAT, c'est qui ont du bac là-bas. SAT l'équivalent ayant un très très haut niveau de corrélation, quasiment proche de 1 avec le QI. Le QI étant directement indexé aussi sur ton niveau culturel. Ça a été avéré aussi. Bon, c'est parce que intelligence cristallisée, etc., et que le SAT a une très forte composante intelligence cristallisée, culture et tout. Ce que ça veut dire, c'est que quand on regarde le QI moyen des étudiants à Harvard et à la Ivy League et ainsi de suite, on se retrouve avec des étudiants dont le niveau varie entre 135 et 140 de QI. Et donc, en fait, là, tu comprends, enfin, dès que tu as lu un peu Bourdieu, tu comprends tout de suite ce qui se passe, quoi. Mais oui, en gros, tu as un biais de sélection énorme qui fait que si tu reçois en tes murs que des gens qui sont là pour tout casser, bah, ça ne peut que bien se passer, en fait. Et, Et tout réside déjà dans savoir à qui tu t'adresses. et c'est exactement ça. Revenons sur la tagline dont on va parler après. Vos managers niveau NBA. C'est pas de la flûte.
C'est-à-dire, c'est ça qu'on essaye de faire comme des acharnés Ouais. et on réfléchit que à ça et en fait, je reviens sur le parallèle Harvard, qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Ce que ça veut dire, c'est que la formation, en tant qu'outil, crée une forme de clientélisme délirant du côté des salariés. Ça va être, des DRH ou des founders qui vont dire: «Vous pouvez vous former s'il vous plaît? Ça coûte hyper cher» et tu as les gens, ils vont faire: «Ouais, bah, on verra, j'ai la flemme» et cetera. Nous, on le fait pas comme ça. Si, donc pareil, vous nous écoutez, vous voulez nous envoyer des managers, please do, j'adore le CA. Bah, on va vous contacter, vous allez nous contacter, vous allez nous dire: «J'aimerais vous faire venir, Riri, Fifi et Loulou». Très bien. Riri, Fifi et Loulou, on va les voir en screening interview et en fait, on va leur poser des questions sur leur motivation. Pourquoi tu veux devenir un bête de manager? Et si la réponse c'est: bah, je sais pas, mais j'ai vu de la lumière et tout», on te prendra pas mec ou meuf. Mmh. On te prendra pas parce que je pourrais pas te transformer en niveau NBA, c'est pas possible, c'est un mandat que je ne signe pas et après rebelote. Fifi et Oui. Loulou, ils sont passés. Et là, ta Fifi, au milieu, il vient pas, il fait pas tes exos. Et bah, t'es viré. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Et c'est le deal, hein, c'est ça qu'on signe au démarrage. Et Loulou, pour reprendre le dernier, il arrive aux 3 mois, il est trop fort, il est engagé, il a des watts, etc. Bah, en fait, il y a une graduation chez nous. Ce que ça veut dire, c'est que les gestes managériaux que tu es censé faire pour être un bon manager, on va te les faire passer et on va regarder. Et si tu es au niveau, bah, c'est passage de couleur, tu as ta ceinture noire, bravo et on célèbre. Et nous, on va s'acharner pour que tu aies la ceinture noire. C'est pas un concours, hein. Et si tu l'as pas, on va pas faire semblant. On va dire, bah c'est pas pour cette fois-ci, tu repasseras en candidat libre. Et en fait, c'est avec cette exigence qui lime le CA. Parce que si vous avez bien compris, Riri, il me rapportera pas de CA, hein, parce que je l'ai dégagé. C'est ça qui fait que avec la Snowball, on arrive effectivement à avoir des managers niveau NBA et ça commence à se savoir. Mais ça, c'est un truc à, alors, je vais faire jouer ma mémoire de travail parce que j'ai pas mal de trucs à dire là. Je vais essayer de les dire les plus rapidement et efficacement parce que c'est ton podcast. Mais mais le CA que tu encaisses pas à court terme, il t'évite un coût d'opportunité énorme qui se joue à plusieurs niveaux. Et ça, c'est vraiment, faut que les gens le comprennent. C'est que le CA que va te ramener Riri, eh ben, il va peut-être être intéressant à court terme parce que bon, plus de thunes, etc. Mais ce qui va se passer à moyen long terme, c'est que c'est une place dont tu prives un autre candidat, un autre utilisateur qui aurait lui eu des résultats exceptionnels que tu aurais pu valoir, faire valoir. Donc témoignages, cas client, ainsi de suite, qui t'aurait permis de valoriser ton produit. C'est du referral neutre ou négatif. C'est neutre égale quasiment négatif, voire carrément négatif. Et en plus de ça, bah, c'est un coût d'opportunité en interne parce que tu renvoies pas ce feedback positif à ton équipe qui va le galvaniser, qui va entretenir l'amour pour, pour votre produit, pour votre mission et qui lui permettra d'être encore plus le couteau entre les dents sur les collaborations et les accompagnements suivants. Et donc, en fait, Riri, l'argent que tu n'encaisses pas à court terme, tu le récupères au décuple à long terme, à condition de t'y tenir. Deuxième sujet, c'est, tu parles, j'adore à quel point la métaphore entre la NBA et l'entrepreneuriat se file, dans le sens où il y a un, tu sais, au début au début des championnats, au début du championnat, au début de chaque saison, tu as ce qu'on appelle la draft, c'est carrément du Mm. mercato, du mercato, pardon, en foot pour la Champions League, et ainsi de suite. Donc la draft, c'est Marketo, c'est le Pokémon qui vend mercato. des formations à 497 €. Exactement. Et c'est le livre que tout le monde a, mais que personne ne lit sur le marketing et qui n'a pas été mis à jour depuis, qui n'a pas été complété depuis 1985. Et en fait, la draft, donc, c'est la réputation des joueurs, les équipes qui se tirent la bourre pour attirer les meilleurs et s'acheter les meilleurs, et ainsi de suite. Il y a un adage en NBA qui dit que le championnat se remporte à la draft, que les playoffs se remportent à la draft. C'est-à-dire que ce qui va avoir le plus d'impact sur tes résultats, ça va être quel joueur tu réussis à attirer dans ton équipe et quelle composition tu réussis à bâtir. Et en fait, c'est exactement la même chose en entrepreneuriat. Une bonne entreprise, c'est une entreprise qui, à l'origine, ça fait pas tout, mais ça fait quand même beaucoup, c'est qui attirer et comment les attirer. Et c'est exactement qui elle ne doit pas attirer et qui ne surtout pas faire rentrer. Et ça, tu l'as parfaitement compris. Et ne déroge jamais de ça pour une gratification instantanée du CA facile. Et le troisième point, c'est l'analogie. T'as parfaitement incarné un truc que très très peu de gens comprennent. C'est la différence entre analogie et premier principe. Réflexion par analogie et réflexion par premier principe. Au début, tu as procédé par analogie. C'est-à-dire que tu es allé benchmarker. Et c'est pour ça que vraiment, je déteste le principe de benchmark. C'est que le benchmark te cantonne à observer ce qui se fait. Et le truc, c'est que bah, plus tu vas observer, plus tu vas faire régresser ta perception de ce qui se fait et de ce qui se fait bien vers la moyenne. C'est une constante statistique. Donc en gros, tu vas regarder tout ce qui se fait sur le marché
marché, 80, par définition, 85% de ce que tu vas observer tombe dans la moyenne. Donc, si tu fais la même chose que ce que tu vois, si tu fais un gros pot pourri et que tu fais la même chose et que tu extrapoles des patterns, bah, tes patterns, en fait, t'amèneront à faire un truc moyen, par définition. C'est statistique. Ça, c'est une réflexion par analogie. Toi, en fait, ce que tu as fait, c'est que tu t'es dit, OK, on s'en fout de tout ça. Moi, je vais revenir au premier principe qui est discuter avec mon marché. Et de là, va m'ouvrir les principes de second ordre qui sont bah, fondamentalement quelles sont les problématiques de mes clients et qu'est-ce que je peux leur apporter. Et là, ça avait été la liste de toutes les problématiques qui t'ont été livrées comme ça sur un plateau parce que tu as su poser les bonnes questions, parce que tu l'as fait en quantité suffisante. Tu t'es pas reposé sur ton industrie, mais sur ton marché, c'est-à-dire les gens qui étaient prêts à te payer. Et de là, tu as identifié des problèmes concrets qui t'ont permis de bâtir des features. Et tu es reparti de zéro. Et en fait, en faisant ça, eh ben, tu t'es ouvert la porte de bâtir soit quelque chose d'extrêmement médiocre, c'est possible, soit quelque chose d'exceptionnel. Mais en gros, mais là, tu as pu t'émanciper de la moyenne et tu es tombé du bon côté de la courbe. Et ça, c'est vraiment ce processus-là, tu as tellement de peu d'entrepreneurs qui le font parce que c'est extrêmement inconfortable à court terme. Et que ça coûte un Mais an, c'est c'est long. la seule. Ça coûte un an, c'est long. Mais qu'est-ce que c'est un an sur une carrière, à l'échelle d'une carrière entrepreneuriale? Et surtout, cette année-là, elle est décisive sur la durée. C'est-à-dire que ce qu'il faut comprendre, c'est que si tu bâtis ton produit sur la base d'un benchmark et d'une approche analogique, tu ne pourras jamais sortir de la moyenne. Tu pourras tendre à augmenter légèrement la qualité de ce que tu fais par incrément, mais tu resteras moyen. Le seul moyen de faire partie du 1%, du 2%, c'est de sortir de ça et de rebâtir quelque chose sur la base des premiers principes. Alors, j'ai moi-même, là, j'ai plein de trucs à dire, mais parce que c'est vraiment sujet passion, hein, et comme vous l'avez compris, vu que j'en parle jamais, là, je suis là à fond, allez, vas-y, on fait durer un podcast, le Never Ending Podcast, c'est parti. Première chose, je vais être en désaccord avec ce que tu viens de dire, sur le côté, tu peux tomber dans un extrêmement médiocre ou un truc exceptionnel. Mon avis, en tout cas mon expérience, on va plutôt dire ça, c'est que si tu fais le truc mécaniquement et donc de manière très besogneuse, c'est assez rare que tu tombes et que tu et que as le bon process. C'est assez rare que tu ne deviennes pas mécaniquement exceptionnel. Parce qu'en fait, le process, c'est quoi? On fait ça. On a eu une première version en tête de ce qu'était qu'un produit qui avait des chances de se hisser plus haut que le 13/20. On va le dire comme ça. Mais après, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'on a un an dans les pattes là, de ce truc-là. Plus que ça, un tout petit peu plus que ça maintenant. En fait, après, ce qu'on fait, c'est qu'on rentre dans une boucle d'amélioration continue. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'en fait, on refait exactement ce qu'on a fait, Mmh. mais avec la nouvelle data qui rentre. Donc, un nouveau programme, on le fait avec 10, 20, 30 features sur lesquelles on prend des paris. Nous-mêmes, on se fait des retours en interne, c'est-à-dire que toutes les personnes qui travaillent de près ou de loin sur le programme, les mentors, les machins, les coachs, je leur demande à la fin de chaque journée de formation de faire un DAKI. Drop, add, keep, improve. Qu'est-ce qu'on drop parce que c'est nul? Qu'est-ce qu'on ajoute parce que faudrait le faire? Qu'est-ce qu'on garde parce que c'est bien? Qu'est-ce qu'on garde mais qu'on doit améliorer? Daki, je le fais aussi. Ça nourrit un backlog qu'on met dans un coin. C'est un petit fichier Excel avec on pourrait faire ci, on pourrait faire ça, on pourrait enlever ci, on pourrait enlever ça. À la fin, on pose, et ça c'est un piège dans lequel je fais rentrer les managers et les DRH, c'est que je les mets dans une pièce, parce qu'ils sont là de toute façon, et je leur demande de remplir un questionnaire de satisfaction hyper détaillé. Sauf qu'en fait, c'est pas un questionnaire de satisfaction, c'est un questionnaire d'impact. Je leur demande, je reprends tout ce qu'ils ont fait, et je leur dis, là, sur une échelle de 1 à 4, qu'est-ce que vous estimez qui a le plus d'impact sur la progression managériale que vous êtes en train d'avoir? C'est de l'estimation, et on le fait à chaud. Et donc, ils vont dire, ah bah là, tout cet exercice, je pense que c'est un impact de 4. Ce truc-là, c'était rigolo, mais si tu me demandes l'impact, je pense que c'est un impact de 1. Ok. L'autre question qu'on leur pose, c'est à quel point recommanderiez-vous Yaniro à d'autres managers de votre boîte ou d'ailleurs? 0 à 10, NPS. On va faire très simple. Tout ce qui est en dessous de 9, c'est une mauvaise note. C'est très simple. Donc là, maintenant, on a réussi à avoir des batchs avec des NPS à 86. Et pareil avec les DRH. Parce que, en fait, c'est ça le proxy vers le bouche à oreille. C'est est-ce que vous allez vraiment parler à tout le monde? Ouais, parce que c'est de la folie furieuse. Ok, cool. Si c'est pas de la folie furieuse, il n'y a pas de problème. On rabale son ego. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a merdé? Ah bah là, en fait, on a eu un batch récemment où on est un NPS qui est retombé à 50. On fait ah merde, qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est qu'on a tiré la taille de promo à 30 managers et que 30 managers, c'est trop. Bah, on redescend à 25, c'est pas grave. Et en fait, quand tu fais ça encore et encore et encore et encore, ça te donne un backlog immense que tu priorises en fonction de ce que tu imagines qui a le plus d'impact et qui a un investissement qui est raisonnable. Et tu refais ça batch après batch en ayant une vitesse d'itération qui est très rapide. Là où on s'est vraiment, quand je dis saigner, c'est ça, c'est que des fois, on avait un batch qui se terminait
le vendredi et un autre qui démarrait le mardi parce qu'on avait été con, bah on avait banalisé le lundi avec l'équipe en disant toutes les améliorations, on va les faire maintenant. Donc si on doit changer de fournisseur, c'est maintenant. Si on doit changer le programme, c'est maintenant parce que demain on recommence. Donc là, et on avait envie de La dire, violence. on avait envie de dire, ouais, mais non, le prochain batch, on le fait comme avant. Oui, mais on est en train de perdre une opportunité de faire mieux. Et c'est un truc on rattrapera pas. C'est 3 mois, etc. Donc non, non, on se met en violence et on y va là-dessus. Et en fait, petit à petit, on retombe sur ce qu'on a vu au début. Il disait, bon, bah, si c'était 100 000 balles, j'aimerais que ça soit une opération 5 étoiles. Bon, bah, c'est ça qu'on fait. On a des salles qui sont un délire, où il y a des repas de chef le milieu, enfin le midi, où on a tout le monde qui est aux petits soins pour nous. Est-ce que ça coûte une blinde? Oui, ça coûte un quart à un tiers de ce que payent les clients. Mais ça change rien parce que on arrive à démerder après les trucs de marge, de machin pour faire en sorte que ça tourne. Et donc une fois qu'on fait ça encore et encore et encore, et on n'a jamais fini. Hein. Là, moi, hier, j'étais en formation et il y a encore des trucs que j'ai appris. Je me suis dit, et c'est ça qui est très intéressant, c'est que plus tu connais ton produit, plus tu viens chercher des pouillèmes de détails. Mais c'est tous ces pouillèmes ajoutés qui font la différence entre le restaurant à 4 étoiles et le restaurant, enfin 4 étoiles sur Google et celui à 4,7 après 6000 avis. Et en fait, il y a un truc qui est très injuste, c'est que les meilleurs raflent toute la mise. La moitié des bouquins qui sont lus, c'est Stephen King. Hein. C'est un gars. En France, c'est, j'imagine, Marc Lévy, malheureusement. Mais c'est pareil. Et donc, être le meilleur du meilleur du meilleur du meilleur du meilleur, ça fait la diff. Mais ça va pas se jouer avec une silver bullet, ça va se jouer avec des petits détails. Pour vous donner un exemple, l'apprentissage que j'ai eu hier, c'est que dans un des slides dans lequel je faisais une analogie NBA, tu as des gens qui m'ont dit ouais, mais en fait, les joueurs que tu as mis en avant, ils sont dans la sauce en ce moment, donc ça pose problème. Et ben, je vais changer le slide. Et en fait, c'est tous ces micro petits détails. Combien de mails on envoie aux gens pour pas qu'ils se sentent overwhelmed? Et là, on réfléchit, on se dit, ok, là, on a mesuré, on a envoyé 17 mails, c'est trop, ils sont saoulés. Comment on passe à 3? Bah, pour passer à 3, il faut leur faire des trucs en live, etc., etc. Et si vous vous posez la question de à quoi ça sert finalement de faire tout ça, moi, je peux vous donner juste mon expérience à date en 2024. Donc, sur base d'un CA qui se comptait dans les centaines de milliers d'euros, là, en 2024, en CA projeté à fin septembre 2024, on est à plus 192% par rapport à 2023. Je savais même pas que c'était possible, ce truc-là, à ce niveau-là. Le dernier deal qu'on a signé avec une startup, c'est une startup que j'adore, que je peux citer, qui s'appelle Théodo, qui nous envoie 50 managers à l'essai. C'est une boîte de 2000 personnes et c'est une mission à 120 000 euros. Je savais pas que c'était possible. Donc, honnêtement, tout ce travail d'acharné pour faire le meilleur produit du monde, pour moi, ça paye. Hein. Sur la base de volume de lead équivalent? Ah ouais, ah bah alors oui, 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 les 192% sur l'année à venir, enfin l'année d'avant, on a fait des trucs, hein, on a fait des trucs sur LinkedIn, Bien sûr, etc. bien sûr. On a fait des trucs dans notre closing, mais quand je regarde toutes les métriques, le gros qui carry absolument tout, c'est le travail sur l'offre, notamment parce qu'une partie des leads, une grosse partie des leads, ça vient du bouche à oreille, du referral. Et un autre effet positif que ça crée, c'est que vu que nous, notre ICP, c'est les DRH de start-up et qu'elles sont toutes organisées dans des Slack, maintenant, dès qu'il y a quelqu'un, et c'est rigolo, j'ai des personnes que j'aime beaucoup qui m'envoient des impré-crans de ces Slack où je peux pas être parce que je suis pas DRH, et qui me disent ah tiens, j'ai vu le contenu d'Yaniro, ça a l'air vachement bien, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà bossé avec eux? Et il y a 3-4 personnes qui sont des sommités, enfin des gens qui font vraiment foi en termes de crédibilité dans le groupe, qui disent oui, on a bossé avec eux, on a fait ça, c'était insane. Mais ça, et c'est ça qui est intéressant, c'est que si je pouvais parler au Alexis du début, c'est le seul truc que je lui dirais, c'est les fois où ça marche pas comme tu veux. Je suis désolé de te dire ça, mais c'est probablement parce que ce que tu fais, c'est de la merde. Mes premiers posts LinkedIn, ils décollaient pas parce qu'ils étaient nuls. Ça a rien à voir avec est-ce que je poste à 8h54 ou à 9h56. Hein. Donc voilà, pas mieux. Et en fait, les ennuis commencent quand tu le prends personnellement. Ouais. Et les ennuis commencent doublement quand tu arrêtes d'en avoir quelque chose à faire aussi. Parce qu'il y a plein de gens qui ont pas cette conscience-là, mais en fait, ça c'est un truc tu parlais d'Alex Hormozy tout à l'heure, mais ça c'est un truc qu'il a fini de me faire conscientiser. C'est le fait que, tu ne décides pas de grossir. C'est, le marché qui t'impose de grossir. Ouais, Et il tout prenait à l'exemple fait. de Chick-fil-A, aux États-Unis, qui est, la boîte, de fast-food, la chaîne de fast-food qui est en train de pilonner le marché, l'industrie. Pourquoi? Parce qu'ils scalent comme des malades mentaux.
C'est une des plus anciennes, c'est une des plus anciennes chaînes. Ils ont été outsiders pendant toute leur vie, mais en fait, pendant toute leur vie, ils ont été obsessionnels parce que, leur fondateur est un grand malade de la qualité, vraiment un malade mental de la qualité et donc en fait, ils ont passé, des dizaines et des dizaines d'années littéralement à, produire le meilleur produit, la meilleure carte possible et ils se retrouvent avec une carte extrêmement minimaliste, mais exceptionnelle. Donc des, économies d'échelle de fou furieux, un niveau de playbookisation qui leur permet de maintenir leur qualité d'une adresse à l'autre et en fait, ils ont un marché en fait qui leur supplie de grossir vite et fort et donc ça fait qu'ils ouvrent à tour de bras, mais de façon raisonnée et qu'à chaque fois, il y a, à chaque fois, c'est un événement, quoi. Et la grosse erreur, c'est, d'appréhender sa croissance comme celle d'une start-up qui a levé des sous et qui, en fait, va devoir injecter des sommes folles pour contrecarrer le fait que son produit, la qualité de son produit ne suit pas, la vélocité de sa croissance et en fait, sa croissance, enfin l'argent levé va lui permettre de compenser ça à long terme. Parce que sinon, si le produit ne suit pas, sur une échelle de temps suffisamment longue, ils se font défoncer et ça, ils le savent et donc, une startup sait profondément, et les CEO savent que leur produit n'est pas suffisamment bon par rapport à leur velléité de croissance. La meilleure façon de faire, si tu veux faire les choses bien et que ton objectif, c'est pas de l'hypercroissance en mode, blitzscaling, comme un Uber, en fait, c'est-à-dire, ce que font 99,9 des entrepreneurs, bah, en fait, c'est de te concentrer sur, bâtir un produit tellement bon que c'est le marché qui te supplie de grossir et c'est exactement ce que tu as fait et au final, bah, les résultats s'en ressentent en très peu de temps finalement parce que tu as entamé ça quand, il y Un a an. 1 an? Ouais, C'est l'investissement d'un an qui fait voilà. ça. Je vais enfin, je Benoît, tu me connais suffisamment pour savoir, que ce que je vais dire, c'est ni du humble brag, ni du virtue signaling, mais que c'est la réalité. En fait, si on fait l'alignement du founder derrière ça, ce qui me permet de faire ça, c'est que le jeu de construire un produit qui permet effectivement d'amener les managers niveau NBA est un jeu qui me passionne. Donc je joue à ce jeu-là. La partie humble brag, potentiellement virtue signaling, c'est que les chiffres que je vous ai donnés, de pourcentage de CA projeté, etc. Je les ai faits pour ce podcast parce que c'est de la data que je suis pas. Vraiment, le CA m'intéresse beaucoup moins que le niveau de NPS et à quel point on est en train de faire des pizzas qui plient le game des pizzas. Et je vais pas cracher dans la soupe, hein. Je suis content d'avoir une boîte qui est en croissance. J'étais déçu quand on était dans des phases de stagnation et ça m'a affecté. Je suis ravi de le faire de manière saine. Je suis même content de bien gagner ma vie en tant qu'entrepreneur, donc je vais pas jouer le martyr ou tout, pas du tout. Mais par contre, le jeu du fric, je le trouve beaucoup moins intéressant et beaucoup moins fun que le jeu du produit. Et en fait, dans le jeu auquel je joue, c'est plutôt une bonne nouvelle parce que c'est paradoxalement plus facile de croître en faisant un bon produit. Je voulais juste faire une entrée parce que je pense qu'il y a pas mal de gens qui nous écoutent qui sont dans des business de service B2B ou de service tout court d'ailleurs. Je pense que l'opportunité de ce marché-là est délirante. Parce que, tu sais, il y a une phrase qui me fait trop marrer, c'est une punchline de connard, mais qui me fait marrer, c'est Jeff Bezos qui dit Your big fat margins are my opportunities. Et en fait, il regarde les endroits sur lesquels il y a des marges de sagouin, il nique les marges, excusez-moi pour mon français, il gagne. Et il fait ça encore et encore et encore parce qu'il a une excellence opérationnelle qui est plus élevée que toutes les autres, ce qui lui permet de tenir des marges plus courtes. Moi, je vais vous donner une autre variante de ça. Si vous êtes dans le monde du service, que vous fassiez une entreprise de déménagement, une boîte d'experts comptables ou un business qui ressemble à Yaniro ou Scalesia, votre paresse est mon opportunité. Le monde du service est nul et on s'est tous habitués à ça. Pensez à ça. Vous avez une entreprise de déménagement. Ah ouais, tu me recommandes celle-là. Ouais, bah elle est pas trop mal et tout. Comment ça s'est passé? Ah gars, c'était un cauchemar et tout. Mais là, imagine, demain, Benoît et moi, on fait un craquage complet. On décide de lâcher Yaniro et Scalesia et on décide de plier le game du déménagement. Et on le fait comme des gros malades. C'est-à-dire, on réfléchit à comment ça marche, de quoi les gens ont besoin. On envoie des photos à tous les kilomètres pour montrer que le tableau de Tata Yvonne, il est encore bien, etc. Et grâce à ça, on a 5 étoiles sur 5 sur Google, machin, donc on peut faire de la pub, donc on a des business cases, et du coup, on peut vendre plus cher. Combien de temps avant qu'on fasse la meilleure entreprise de déménagement du monde? Je sais pas, peut-être un petit moment, le temps qu'on apprenne, mais ça va marcher, quoi. Et vous tous, vous toutes qui nous écoutez, franchement, si vous décidez de tomber amoureux de votre produit au sens de faire en sorte que ce soit la meilleure pizzeria, et pour faire ça, bah, il faut les meilleurs produits, il faut les meilleurs ingrédients, il faut parler à ses clients,
franchement, vous allez plier le game, c'est sûr. C'est, quand tu comprends que de toute façon tes retombées économiques sont, une portion, une dividende de la valeur que tu génères pour, ton marché et pour tes clients. En fait, tu comprends que plus tu feras grossir cette part-là du gâteau et plus mécaniquement, en fait, tu ramasseras et tu auras pas besoin de brute force le truc, ça se fera mais naturellement parce que les gens en voudront, tu vois? Et juste, je fais un segue sur l'ego, parce que c'est hyper important. Et après, je te laisse parler de tout ce que tu veux. Mais fallait pas me lancer dans un sujet comme ça, hein, Benoît. Tu sais très bien que ça me passionne. Mais Mais vous avez une pizzeria. je Mais tu le savais, je savais. savais. J'ai ouvert le rabbit hole là, c'est bon. C'était ça ou les jeux de mots sur les groupes de métal. Mais On les va y noms de venir, on groupes va y de venir. métal. On va y venir. C'est la deuxième partie du podcast. Et ça passe par. La partie qui est difficile à maîtriser, c'est de comprendre que votre ego vous empêche de faire ça. Mon ego m'empêche de faire ça. L'ego de Benoît on peut empêcher de faire ça. Prenons une simulation. Vous avez une pizzeria. Je vais rester sur ma pizzeria, c'est facile. Vous vous dites, OK, apparemment, il faut parler à ses clients. Qu'est-ce que vous faites? Vous allez voir vos clients et vous leur dites, c'est bon? Tout se passe bien? Qu'est-ce que vous aurez comme feedback là-dessus? Des faux feedbacks. Des feedbacks qui veulent rien dire. Pourquoi? Parce que vous êtes en train de poser la question qui inconsciemment protège votre ego. Vous cherchez du oui, oui. Et là, bref, vous allez dire, bah, je comprends pas, les gens ils me disent que les pizzas elles sont bonnes, etc. Variante de la même chose. Ça vous a Vous, plu au restaurant? comment? Ça vous a plu au restaurant? Ça vous a plu? Ça vous a plu? Ouais, exactement. Bah, là, non, mais il faut comprendre comment fonctionne la nature humaine. Personne ne se lève en disant, tu sais quoi, je vais te faire un German suplex tellement ta pizza est immonde. Les gens font pas ça. Les gens vont moitié par lâcheté, et moi aussi, hein, et moitié par peur du conflit, dire oui, 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 tout à fait, quitte à te mettre une étoile sur 5 sur Google plus tard, dans ta chambre d'hôtel tranquillement, tu vois. Variante de la même chose. Vous allez voir les clients et vous dites si vous deviez nous mettre une note sur 5, là, vous mettriez combien? Ah bah là, c'est déjà un peu plus dur quand tes clients de mytho au point de dire 5 étoiles si tu mets une étoile. Là, ça va ouvrir des conversations du genre bah, en vrai, je peux pas mettre 5 étoiles parce que ça, c'est pas au niveau, tout. Variante de la même chose encore. Vous allez voir vos clients et vous dites ok, je suis dans mon game shonen d'essayer de faire la meilleure pizzeria de tous les temps à tous les niveaux, pizza, service, etc. Dans vos apprentissages de ce repas, qu'est-ce que je dois continuer à faire parce que ça, c'est bien et qu'est-ce que je dois absolument changer. Et tu fais ça sur tous les clients. Au bout d'un moment, tu es la meilleure pizzeria, hein, c'est sûr. Mais il faut poser les bonnes questions. Une question que j'adore, tu me parlais du NPS. Nous, on calcule pas notre NPS, on pose juste une question au client et ça donne lieu à quelque chose de très binaire en fait, un pourcentage. C'est est-ce que tu nous as déjà recommandé? Pourquoi? Bah, elle est bien, hein. Et là, photographiquement, tu sais directement si ce que tu fais produit du bouche à oreille ou pas. Et ça t'ouvre à une discussion qui ne peut être que franche parce que dans tous les cas, ça s'ancre sur la réalité d'un accomplissement, d'un fait du client. Tu vois. Et donc, moi, c'est quelque chose que je pose systématiquement en user research et ça change vraiment la donne. Parce que tu es plus sur du déclaratif, tu es sur du constatatif. Quoi. Et, Absolument. Je peux faire un segue là-dessus. Ce qui est très intéressant quand vous faites ça, parce qu'on l'a fait, hein, ça aussi, enfin pas cette question, mais on a eu des révélations de ce même genre, et je vais rester sur mon analogie de pizzeria, c'est que vous allez vous rendre compte qu'il y a des gens, ils sont pas contents parce que c'est pas vos clients. Et c'est autre chose, c'est un autre deal. C'est typiquement, va y avoir des gens qui vont vous dire ah non non non, je peux pas recommander votre pizza. Ah ouais, d'accord, ok, bah pourquoi? Je vous écoute. Bah parce que moi je mange pas de gluten et qu'il y a du gluten dans la pâte. que je voulais une bouillabaisse, moi. Ouais, tout à fait, et tu dis: «Ah d'accord, d'accord, bah OK, faut qu'on comprenne qu'on n'adressera pas le sans gluten et que c'est OK». Nous, on a eu des gens qui nous ont mis une mauvaise note, enfin une mauvaise note, donc en dessous de 9, hein, c'est un peu la terminologie qu'on utilise en interne, et quand on creuse, ils vont nous dire: «Ouais, mais parce que moi, j'aurais préféré X, Y, Z qui est pas du tout ce qu'on fait. Moi, j'aurais voulu qu'on parle, de l'interculturel». Ah oui, d'accord, d'accord, bah, c'était pas notre programme, donc et c'est là où on réfléchit. Est-ce qu'on a mal exprimé les choses en marketing ou en closing ou en machin? Et nous, il faut qu'on soit beaucoup plus vigilants. Là, par exemple, mon apprentissage le plus brûlant de la dernière année, d'un projet qui est en cours, c'est que je vais dire je pour m'incriminer moi, je suis beaucoup trop gentil en personnalisation. Je suis vraiment une banane là-dessus. C'est-à-dire que quand il y a des gens qui nous disent ouais, mais en fait, on pourrait le faire comme ci plutôt que comme ça, bah, vu que j'essaye de bien faire et de créer de l'impact, souvent j'étudie la question. Le problème, c'est que quand tu rentres dans la pizzeria et que tu dis est-ce que je peux avoir la pizza golden avec Award, mais sauf qu'à la place du salami picante millésimé, je veux des knacky balls? Bah, la réponse c'est non. C'est moi qui me saigne pour essayer de comprendre c'est quoi les bonnes recettes, quoi. Complètement. Tu te permettrais pas de, en fait, tout dépend du standard. Oui, absolument. Parce que oui, si tu es, Domino's Pizza,
Oui, tu peux et encore, parce que Domino's Pizza, ils sont sur un autre extrême du spectre où, bah, c'est tellement, taylorisé que, ils peuvent même pas se le permettre, en fait. Non, c'est les Oui, boui de tacos là. Est-ce que je peux voilà. avoir de la crème glacée dans mon tacos? Vas-y, yallah, on y va, hein. Exactement. Est-ce que je peux avoir du pec citron, s'il vous plaît, en sauce? Ouais, ça tombe bien, j'en ai. T'inquiète. Par contre, oui, si tu vas dans un restaurant 3 étoiles, tu te garderas bien de faire le moindre feedback, à moins d'une intolérance, quoi, éventuellement. Tu te permettras pas de faire, de faire une suggestion de personnalisation à une recette qui a nécessité des dizaines et des centaines d'heures de travail et qui résulte de, dizaines de milliers d'heures de pratique. Et donc en fait, tout dépend du standard, finalement, que tu t'imposes. C'est-à-dire, tout dépend de ce que tu, hem de l'idéal que tu projettes de ta boîte et du jeu auquel tu as envie de jouer finalement. Et toi, bah, t c'est une écologie interne que tu t'es faite finalement. Tu t'es posé cette question-là fondamentalement. Absolument et parce que je sais que Scalesia défend et je suis 100 d'accord, un modèle holistique. Tout est assez emboîté parce que là, on aura du mal, je pense, à rentrer dans tous les détails, mais un truc qui vous surprendra pas, c'est que la valeur cardinale de tout le monde chez Yaniro, c'est donc sur laquelle on recrute, on offboard des fois quand ça marche pas, c'est, un truc qui s'appelle, que je trouve enfin moi qui me parle vachement, qui s'appelle Black and Yellow, donc l'exigence de la ceinture noire avec l'humilité de la ceinture jaune. C'est On vise la ceinture noire en sachant que pour aller là, on va être naze, mais pendant très longtemps, et que même après la ceinture noire, tu juste le jeu des dames, quoi. Donc, on essaye de cultiver l'humilité. J'essaye de cultiver l'humilité, et donc, typiquement, les gens qui viennent chez nous et qui disent non, mais là, on peut souffler un peu, Mmh. on est suffisamment bon. Je leur dis je suis vraiment désolé, mon gars ou meuf, mais t'es pas au bon endroit parce que c'est pas une question de souffler, pas souffler, c'est une question que c'est ça le jeu. Chez nous, c'est ça qui nous amuse. L'inverse, des gens qui nous disent hey, comme on est les meilleurs et tout, etc. Je fais, bof, c'est pas tout à fait comme ça que je réfléchis. Je réfléchis à me dire, moi, vraiment, à peu de détails près, alors il y a des trucs qui appuient sur mes boutons, hein, je suis humain, et qui sont plus durs, mais maintenant, les problèmes ou les bugs qu'on voit sur le produit, moi, j'adore. Parce que je sais que c'est sur ça qu'on va pouvoir aller chercher le niveau d'après. Et je suis même déjà en train de me dire, c'est quoi la limite de ce modèle-là et c'est quoi le moment où il faut reprendre un truc qui ressemble à du benchmark, mais différemment. Donc, Mmh. typiquement, un truc que j'ai dans les cartons, mais que j'attends le moment de le faire, c'est d'aller rencontrer toutes les boîtes les plus monstrueuses en termes de management des US, du Japon, etc., pour aller apprendre là-bas, pour aller m'inspirer de là-bas. Parce que là, le problème, c'est que je m'inspire en vase clos dans le marché de la tech, quoi. OK. Un très, très bon moyen de savoir si tu t'adresses au bon client, si tu as vendu au bon client et de savoir si, en fait, tu as en face de toi un mauvais client. Bah, c'est tout simplement, le client, à qui tu as vendu A, qui était très content de te payer pour A et que quand tu lui sers A, te dit: «Ah bah non, en fait, moi, ce que je voulais, c'était B ou, A prime». Donc le client qui vient te voir et qui te dit, heu et ça, c'est le cas d'énormément d'agences marketing, par exemple, qui vient te voir, pour des leads, qui t'achètent des leads, à qui tu délivres des leads, qui finalement te dit: «Ah non, mais moi, ce dont j'ai besoin, c'est, de clients parce que je suis pas en me de clients, j'ai besoin de CA parce que je sais pas prendre en charge ces leads-là». Et donc en fait, ce dont il a besoin, c'était pas de génération de leads, il avait besoin d'un système de revenus. Et ben, toi qui vends des leads, bah, c'était pas ton client à la base, tu aurais pas dû le signer et tu devras pas signer, de clients, de ce type à l'avenir et donc ton rôle maintenant, c'est de faire en sorte de les identifier et de les éloigner ou alors, bah, tu décides de t'adresser à eux et tu revois ton positionnement. Qu'est-ce qui est le plus facile entre repenser complètement ton produit, qui se vend déjà à des personnes qui en bénéficient, pour plaire à ceux-là ou tout simplement éloigner ceux-là? Bah, à toi de voir, un moyen très, très simple en tout cas de l'identifier, c'est ça. Ouais, Et variante de la même chose, c'est juste une virgule. Heu, Dans pas mal de cas de figure, c'est pas 100. Trop cher, ça veut juste dire que vous parlez pas au bon client. mmh, C'est la même chose. Il y a des clients qui ont plus de pouvoir d'achat sur ces genres de services, ou plus de budget, que d'autres, et peut-être que des gens qui vous disent: «C'est un peu cher, hein, votre truc», bah, regardez par rapport à quoi. Si c'est par rapport à un concurrent qui fait mieux que vous pour moins cher, oui, probablement. Si c'est par rapport à un prix psychologique de votre ICP, ça peut s'écouter. Si c'est par rapport au fait qu'ils peuvent pas vous payer, probablement que c'est un problème. comment tu as fixé tes prix toi? Bah, c'est hyper intéressant, tiens, j'adore les sujets de pricing aussi. Là, tu me régales, Benoît, hein, parce que là, c'est vraiment, je dis, c'est les sujets sur lesquels je parle pas parce que ça intéresse pas les gens qui bossent avec nous.
Au début, comme une brêle, donc c'est-à-dire positionnement de marché plus ou moins bien, et cetera. Et après, j'ai augmenté les prix, heu, petit à petit, jusqu'à ce que ça craque. Et en fait, là, on a stabilisé. Donc, si vous nous envoyez un manager, jusqu'à preuve du contraire, c'est 2 900 €, hors taxes, finançable, machin, tout ça, tout ça. Et en fait, j'écoute les signaux de marché et là, pour moi, on est au bon endroit parce que je suis au stade où, les gens avec lesquels on veut vraiment bosser, qui ressemblent à notre ICP du moment, râlent, c'est terrible ce que je vais dire, râlent parce que c'est cher et achètent quand même. Tu vois, typiquement, le retour que j'ai le plus eu, ces derniers temps dans les appels d'offres, bah, typiquement l'appel d'offres, dont je parlais là, à 120 000 €, c'est on nous a dit, enfin, il y a la DRH qui m'a contacté, que je salue, hein, qui est super. Elle m'a dit: «Tu es conscient, Alexis, quand même, que vous êtes, genre un multiple plus cher que, les autres de l'appel d'offres?» Et c'est là où il faut serrer les dents en disant: «Oui». Je suis conscient parce que j'ai confiance dans le fait que ça va passer et je lui ai dit: «Regardons à quel point vous voulez bosser avec nous», parce que je sais qu'ils ont le budget. Je suis pas, déconnant, tu vois? Je sais que ça passe, par rapport à la type de boîte, comment ça marche et je lui ai dit: «Faites le benchmark et si vous voulez bosser avec nous, bah, bossez avec nous, quoi et si vous voulez pas bosser avec nous, parce que vous voulez réduire le budget, je le comprends aussi. Il y a pas de souci». Comment tu as abouti à ce niveau-là de confiance en ton produit, en ton positionnement? Graduellement, et incrément par incrément. Là, le prix actuel, c'est 2 900 €. Je pense que c'est quasiment le dernier prix jusqu'à un petit moment parce qu'après, on va chatouiller des seuils psychologiques qui sont autres. Typiquement, à ce prix-là, je fais un coaching, par exemple, plus ou moins. Hem, le prix de départ, c'était 890, donc c'est pas mal. Entre-temps, il y a plusieurs années, il y a plusieurs essais-erreurs, et c'est un mix entre on teste un truc, on assume de voir si ça casse un petit peu, et c'est juste basé sur la confiance dans le produit qui est basée elle-même sur les retours qu'on nous donne. Parce que ça c'est peut-être le point le plus important. Le conseil, augmentez vos prix, je pense que c'est un des trucs qui est le moins bien compris. Qu'est-ce que je mets derrière augmenter les prix? Parce qu'augmenter les prix, c'est pas, youpla boum, Alexis, va s'acheter, une Tesla de chaque couleur, hein. C'est pas ça du tout. Qu'est-ce que tu peux faire quand tu augmentes les prix? Quand tu augmentes les prix, tu peux payer tout le monde mieux. Donc ce que ça veut dire, c'est que, à tous les endroits d'Yaniro, il y a des gens qui sont très forts, avec qui je m'entends très bien et que je paye une blinde. Donc ça permet d'avoir des gens, pour lesquels je suis exigeant, qui rentrent dans le black and yellow de la ceinture noire et de la ceinture jaune. Quand on prend des mentors, c'est des mentors qui sont monstrueux, qu'on paye une blinde. Quand on prend un local, ça fait un local monstrueux qu'on paye une blinde. Et donc, c'est la condition sine qua non d'un produit de qualité. C'est aussi ce qui permet d'avoir suffisamment de marge, pour faire tous les trucs qui sont gratuits. Parce on n'en a pas parlé, mais la stratégie numéro 1 d'acquisition d'Yaniro, c'est le gratuit, hein. On donne un océan de valeur gratuite qu'on construit comme des produits. Donc, c'est pas des petits livres blancs tout pétés, etc. Mais ça, bon, faut qu'on le finance. Et donc, on le finance avec un peu de marge, etc. Et en fait, pourquoi le conseil il est mal compris? Parce que les gens ils retiennent juste augmente tes prix. Et en fait, c'est augmente tes prix quand ton produit est exceptionnel pour permettre d'avoir un produit exceptionnel et qui crée la marge qui te permet de faire grandir ta boîte. C'est ça, augmente tes prix. Parce que j'ai typiquement, je vais mettre un petit taquet, mais dans le ghostwriting LinkedIn, j'ai des gens qui me contactent et qui me disent je suis le meilleur et le plus cher. D'accord, ok. Donc le plus cher, j'ai compris. Tu te payes, ouais, ouais, je paye vraiment bien, hein, dans le prix d'un avocat qui fait des procès médiatisés. Ok, ça, il n'y a pas de souci. Pourquoi tu es le meilleur? Bah parce que et tout. Rien. Parce que je suis le plus cher. Parce que je suis le plus cher. Tu raisonnement cyclique. Et après, je dis, mais mon petit canard. Et je fais, à ce prix-là, tu me rembourses si j'ai pas 10 millions d'abonnés et tout? Ah, bah non, moi j'ai une obligation de moyens, pas une obligation de résultat. Oui, enfin, c'est nul en fait, du coup. Tu as juste fixé un prix élevé. Bah voilà, c'était pas ça qu'il fallait faire. Fallait faire la meilleure pizza avec des marges que tu niques parce que pour l'instant, tu investis dans ta propre R&D, puis après, tu augmentes les prix. Il y a un truc que les gens n'ont pas compris, c'est que comme tu l'as dit, jusqu'à un certain point, la meilleure façon de procéder, à mon sens, après c'est sujet à débat, encore une fois, tout ce qu'on dit ici est sujet à débat et vous pouvez vous amuser à nous prouver par A plus B qu'on a tort, dans les commentaires. Ah bah, on Allez-y. sera content parce qu'on apprendra à faire mieux. D'ailleurs, spoiler alert, tout ce qu'on dit depuis tout à l'heure, on a totalement tort. Voilà, comme ça, c'est bon. Donc, mais, en gros, jusqu'à un certain point, à mon sens, l'augmentation de ton prix, doit être, doit être, indexée sur tes marges. C'est-à-dire que tes marges ne doivent pas augmenter. Tu dois pas augmenter tes prix pour augmenter tes marges. Tu dois, garder le même taux de marge. Pourquoi? Parce que tu réinvestis l'augmentation de ce prix-là dans l'amélioration de ton produit. Et en fait, ta marge, tu vas aller l'augmenter à terme avec non pas de, la di comment dire? Tu vas aller l'augmenter
d'une seule manière, je vais y aller en ce sens-là, c'est, l'optimisation de tes process internes. C'est-à-dire l'optimisation de ta chaîne de valeur et la taylorisation de, la productisation, en fait, de ce que tu fais. L'algorithmie, en fait, derrière. Ce que les gens ne comprennent pas, c'est que, pour reprendre l'analogie du restaurant, ils s'imaginent que, ce qui va te permettre d'augmenter tes marges, c'est d'en mettre moins dans l'assiette. Donc c'est de diminuer la quantité de valeur en se disant que de toute façon, vas-y les clients, ils mangeront ce qu'on leur donne et ils s'en rendront pas compte. Non, non, les gens se rendent compte que le steak, il a perdu, 30 de taille par rapport à il y a 2 mois. Ils s'en rendent compte. Ce qui Donc c'est pas la bonne approche. C'est pas la bonne approche et c'est le meilleur moyen de t'aliéner des gens qui te faisaient confiance et de déclencher un monceau de bouche à oreille négatif, comme tu pas idée. Et c'est ce qui fait chuter une note, Google, de 4,6 à 3,9, ce qui est déplorable et délétère. La bonne façon de faire, c'est d'optimiser tes process. C'est de faire en sorte de délivrer toujours plus de valeur, mais avec toujours moins de coûts annexes. Comment? En playbookisant, en taylorisant, et donc là, on parle de ce qu'on a de process, le gros terme, le gros mot, américain jargonais, c'est, SOP, Standard Operating Processes. Mais en gros, c'est tout ce que tu vas mettre en place pour faire en sorte que ce que tu le délivres de la façon la plus efficiente qui soit et de la façon et toujours plus efficient, la façon la ouais et en étant toujours plus efficient. Et ça, tu l'as parfaitement compris. C'est-à-dire que tu t'es dit: «OK, là, pour l'instant, on augmente nos prix pour financer notre R&D, améliorer notre produit» et viendra un moment où on se posera la question de: «OK, comment est-ce qu'on scale de sorte à augmenter les volumes, à augmenter le niveau de prise en charge, à délivrer toujours plus au marché, et à ce que ça nous coûte toujours moins cher pour le même niveau de qualité?» Et c'est là, en fait, que tu te retrouves avec des marges qui doublent, qui triplent, mais le processus n'est pas le même. Ouais, tout à fait. Et à ce sujet, alors c'est un bouquin, je serais curieux de savoir si tu le connais. L'exigence du choix, ça te parle comme bouquin ou pas? Pas du tout. C'est marrant, c'est vraiment un sleeper ce bouquin. On parlait des bouquins que je recommande. Le bouquin en tant que tel, il est comme il est, mais la théorie derrière, elle est intéressante. Je pense qu'elle existe partout. Je sais plus qui a écrit ça. En gros, ça théorise la chose suivante. C'est pas surprenant, mais quand on l'applique, ça change beaucoup de choses. En gros, ça dit qu'il y a que 3 stratégies qui marchent pour développer un business. Soit tu es en supériorité produit. Ton produit, c'est le meilleur, point. Ça, c'est ce que fait, Apple dans son propre game, c'est ce que fait Nike, c'est ce que fait et d'ailleurs Nike est en train de faire de la merde par rapport à ça. Donc bon, il faut et là, il y a pas de débat, il faut être le meilleur. On parlait des pizzerias Big Mama, donc qui fait, donc tous ces restaurants, c'est parce que leur, bouffe est incroyable, c'est tout. Et il y a pas trop de débat. Et tu parlais de la shrinkflation, donc réduire la taille du steak en gardant le même prix. Eux, justement, ils sont à l'opposé de ça, ils sont dans l'opulence. C'est-à-dire, si tu prends la pizza au Nutella, si tu y vas, tu as une pizza délicieuse et ils te donnent un pot de Nutella qui est haut comme ton épaule, tu vois? Et ils te disent: «Bah, dip dedans, vas-y, fais-toi kiffer, quoi». Parce que ça sert à rien de faire des économies de bout de chandelle. C'est pas là où ça se joue. Et donc, si tu veux être le meilleur, bah, il faut être le meilleur. Cette stratégie, elle impose d'avoir un produit qui est cinglé, d'avoir un positionnement qui est hyper clair et une R&D qui tourne à plein volume tout le temps, ou une amélioration continue qui tourne à plein volume tout le temps. Pas de raccourci. L'autre stratégie qui est très connue, c'est l'excellence opérationnelle. Dit autrement, si tu es pas le meilleur, tu es le moins cher. Là, tu es Ryanair, tu es Amazon, tu es trucs comme ça. Et ça fonctionne bien parce que quand tu vas dans Ryanair et que ils t'interdisent d'aller aux toilettes si tu payes pas un supplément et que tu dis vous êtes des bâtards, ils te répondent oui, mais tu le savais. Et comment ils font ça? Parce qu'ils sont capables de réduire la marge à un pourcentage de papier de cigarette. Et comment ils font ça? Avec une excellence opérationnelle de cinglé. Il y a pas de coût, enfin, on fait la chasse au coût et tout. La troisième stratégie qui est beaucoup moins connue et qui est hyper logique et que, pour être honnête, nous on tape dans la supériorité produit et celle-ci, c'est, l'intimité client. C'est en fait, tu connais tellement bien ton client et ton branding, il est tellement fort que les clients veulent t'acheter toi. Si tu es, Cézanne, bah, les femmes aiment acheter des mailles Cézanne. Est-ce que c'est parce que c'est les meilleures? Peut-être qu'elles existent chez Comptoir des Cotonniers, mais c'est Cézanne. On connaît la fondatrice, il y a un univers, et peut-être que, il y a des gens qui, veulent bosser avec Scalesia parce qu'ils se reconnaissent dans l'ADN de Scalesia. Il y a un truc qui plaît, il y a les valeurs de Benoît, de Jules, Christian, et cetera. Je te dis ça parce que nous, on essaye consciemment de faire ça. C'est pour ça que je prends la parole et que je personnifie aussi Yaniro pour, le rendre humanisable et pour exprimer nos valeurs et ce qu'on pense vraiment de manière forte. Et en fait, on a des trucs qui sont très rigolos. On a des clients en closing qui sont des gens qui lurkent à l'Apple Store. C'est-à-dire, ils savent pas exactement ce qu'ils veulent acheter, mais ils veulent bosser avec nous. Donc, faites ça, mais faites pas le mix des 3, quoi. Dites pas: «Je fais un gros prix et je fais des grosses marges». Bah, il y a un truc bizarre, quoi.
Faut y aller, c'est toujours une histoire de focus. Ne pas confondre ta réalité de l'instant avec, l'hypothétique du plus tard quoi, du futur. Peut-être que plus tard tu auras les 3 assets, mais là aujourd'hui, il faut que tu te concentres sur un combat et que tu le mènes, avec le plus d'acharnement possible parce que tu auras besoin de la totalité de ton énergie et de ton temps, quoi. Et tu parlais de prendre la parole. Est-ce qu'on peut se faire un 101 là, prise de parole slash content slash, marketing, distribution? Ouais, bah, ouais, Ça te chauffe? bah, je te laisse, guider. Je regarde un peu l'heure qu'il est, je te laisse guider combien de temps tu veux qu'on mette dessus? Parce que moi, je suis ravi, hein. Moi, je Heu, passe ma vie avec mmh, toi, bébé, hein. anytime. Moi franchement, on peut se prendre le temps qu'il faut, hein, si ça te Bah, chauffe. vas-y, vas-y, je te laisse Ouais. je te laisse faire le lancement. Tu peux garder le bébé, non coupé si tu veux. Tu fais comme tu veux, je m'en tamponne. Comment tu aujourd'hui, voilà, je te laisse me faire le petit sommaire, le petit rundown de ta stratégie aujourd'hui, à la fois, LinkedInienne, mais marketing et contenu au sens large parce que je sais que tu fais du podcast. Je sais que tu produis beaucoup de contenus, qu'on appelle des lead magnets dans le jargon, ainsi de suite. Je sais que tu as une académie en ligne aussi. Ta philosophie, dans les grandes lignes, ton postulat, ta thèse de départ sur le contenu, c'est quoi? Alors, j'ai 2 casquettes pour répondre à ça et après on peut rentrer dans le détail. Il y a la casquette très humaine, valeurs, philosophie, ce en quoi je crois et une casquette très froide, mécaniste qui est: qu'est-ce que je constate qui marche? Et les 2 coexistent. La casquette froide, mécaniste, c'est, le contenu, c'est un très bon canal d'acquisition, ça fonctionne bien. Stratégie du marchand de glace, tu fais ton contenu là où les gens sont, hein, de la même manière que le marchand de glace vient, sur la plage parce que c'est là où les gens veulent acheter des glaces. Donc ce que ça veut dire, c'est que nous, si notre persona client, c'est un DRH ou une DRH ou un fondateur ou une fondateur, bah, il faut qu'on soit sur des trucs très, B2B, donc LinkedIn, podcast et cetera. On fait le bon petit combo qui fonctionne bien, LinkedIn qui est un canal viral d'acquisition, qui permet de se faire connaître auprès de gens qu'on connaît pas et on fait aussi podcast, qui est un canal, qui n'est pas viral du tout, c'est-à-dire un podcast tout seul. On l'a fait au début, c'est nul. Enfin, en gros, les gens ne découvrent pas sur le podcast, c'est très difficile. Mais par contre, tu crées de l'intimité client très forte. On partait de l'intimité client tout à l'heure. Bah, là, tu as des gens tu as des leads qui arrivent chez notre closeuse. Ils ont déjà passé 20 heures avec du Yaniro ou du Alexis dans les oreilles. Donc, c'est très humanisé tout ça. Et énorme super pouvoir du podcast, bah, ça crée du réseau. Parce que je rencontre des gens, j'essaye de les mettre en avant, j'essaye vraiment de comprendre ce qu'ils font. Donc, moi, j'augmente ma connaissance du persona client, ma connaissance des meilleures pratiques de ce qui peuvent les aider et du marché en général. Et j'augmente mon réseau tout en faisant du contenu. Donc ça, c'est LinkedIn et le podcast. La philosophie qui vient on top of that, c'est que j'ai une allergie crasse aux gens qui monétisent le savoir et l'information. Je trouve ça atroce de vendre des PDF, de vendre des MOOC, des choses comme ça, parce que dans 99,9% des cas, c'est de l'info que tu peux choper à gauche, à droite. Et vraiment, c'est un truc un peu philosophique de j'aime pas l'idée de vendre le savoir, parce que pour moi, souvent les gens qui vendent du savoir, c'est du savoir qu'ils ont chopé eux-mêmes gratuitement auprès de quelqu'un qui était plus humaniste qu'eux. Enfin, il y a un truc qui me plaît pas là-dedans. Et ce que j'ai observé, qui est la variante de ça, c'est que la meilleure manière de créer la première marche pour que les gens bossent avec toi quand tu vends des trucs qui sont un peu chers, ce qui est notre cas, c'est de faire une offre gratuite. Mais écoutez-moi bien, c'est une offre. C'est-à-dire que tout le niveau un peu jusqu'au boutiste que je vous décrivais sur notre offre payante, quand on fait des offres gratuites, c'est la même rengaine, hein. C'est-à-dire que si vous allez sur yanirowiki.co, la version RH ou la version leadership, bah, vous avez tout ce qu'il faut. Enfin, en gros, vous avez tout ce qu'on fait dans la formation en version gratos, en MOOC, en podcast et en version Notion. Pourquoi? Mais parce que pourquoi pas? Allez-y, bossez avec nous gratuitement. Et quand vous vous serez dit, attends, mais c'est débile le niveau de valeur que j'ai eu avec ça, qu'est-ce que ça donnerait si je bossais avec eux? Bah, ce que ça donne, c'est qu'on t'amènera au niveau NBA, il n'y a pas de souci. Et c'est un truc très Hormozy de give away the secret, sell the implementation. On donne les secrets et on vend les implémentations. Et en fait, j'ai plein de petits hacks qui me permettent de toujours réfléchir au contenu, en tout cas le plus possible, sous une forme d'offre gratuite. Par exemple, quand on fait des épisodes de podcast, le petit hack, c'est que je les prépare comme des livres blancs, chacun. Je me dis, ok, j'invite pas un tel ou une telle pour parler d'un truc. Je me dis, si on parle de les stratégies de fidélisation de salariés, faut que ce soit le livre blanc de référence sur le sujet. Il s'avère
l'envers qui sera à l'audio, mais c'est pas grave. On le fait comme ça. Et donc, ce que ça veut dire, c'est qu'on le prépare comme des cinglés, etc. Et on fait ça encore et encore. Et ça marche vraiment bien, au Mmh. sens où le podcast, il se maintient. Et honnêtement, les chiffres, ils sont pas très impressionnants, mais parce que c'est un podcast de niche, etc. Donc, et qui n'a pas une potentiel virale en tant que tel, donc ça m'inquiète pas trop. C'est pas trop une métrique que je regarde. Et LinkedIn, ça fonctionne bien. Et là, LinkedIn, pour le coup, c'est plus le côté mécaniste, au sens où le gros du travail que j'ai fait ces dernières années, c'est d'essayer de traduire des insights de choses que je pensais déjà, que j'avais déjà appris, que j'avais déjà vu, qui peuvent apporter de la valeur à mon audience, etc. Mais de comprendre comment ça marche d'écrire, parce que je ne sais pas écrire. Moi, je suis quelqu'un qui vient du monde du podcast initialement. Enfin, je suis beaucoup plus à l'aise à l'oral qu'à l'écrit. Donc, j'ai dû apprendre à écrire. Et après, j'ai dû apprendre à écrire sur LinkedIn. C'était quoi les codes? Effectivement, ça a plutôt pas mal marché, au sens où j'arrive à dépasser les millions d'impressions par an, même sur certains posts, etc. Mais ça passe par le même côté un peu grindy, quoi. C'est typiquement, je regarde mes chiffres, là je les ai préparés pour toi. En 2022, j'ai publié 169 fois. En 2023, 363. Et là, en 2024, je suis déjà à 363 alors qu'on est en octobre, quoi. Au sens où ça passe par publier plus, parce que c'est ça qui me permet de comprendre. De la même manière que on fait des cycles d'itération le plus rapide possible pour les apprentissages sur la formation, parce qu'il n'y a que comme ça que je peux apprendre, quoi. OK, donc là, si je dois essentialiser tout ce que tu nous as donné là, c'est, un niveau de générosité invraisemblable. Ouais. En fait, tu es absolument pas là. Tu as vraiment fait la différence. Tout à l'heure, tu parlais de savoir, tu as vraiment fait le distinguo, conceptuel entre, la connaissance et le savoir. La connaissance, c'est de l'information. Le savoir, c'est de la connaissance que tu as recoupée avec de l'expérience et avec au-delà de l'expérience, de l'expérimentation, de la mise en pratique. En fait, la connaissance, tu peux y accéder n'importe où. Tu peux y accéder, sur Google, tu peux y accéder sur les réseaux sociaux, tu peux y accéder, sur YouTube, tu peux y accéder avec ChatGPT. Par contre, le savoir, bah, là, tu as besoin de quelqu'un qui te guide et c'est ce que tu délivres avec ton produit et tu as parfaitement compris ça et donc tu as compris que plus tu vas délivrer de connaissances, plus derrière mécaniquement, tu vas créer cette réciprocité qui va te permettre de déjà d'illustrer ton expertise et en plus de ça, va te permettre de faciliter tes ventes, en fait, tout simplement. Et si tu couples ça avec un très, très haut niveau de capillarité de marché et un très, très haut niveau de certitude d'accomplissement parce que tu as des témoignages, parce que tu as des cas clients que tu peux relayer, bah, tu te retrouves avec un cocktail, juste introuvable en termes de marketing qui rend ta vente quasiment inévitable, en fait. Je grossis un petit peu le trait, mais c'est l'idée. Et tu vois, typiquement, en fait, c'est là où il y a un truc très corrélé, enfin, tout est très corrélé. Tu vois, par exemple, le truc que j'ai mis le plus de temps à comprendre, enfin, le truc où j'ai mis le plus de temps à comprendre quelle était sa place holistique parmi le reste du business de Yaniro, c'était LinkedIn. Au sens où, tu vois, le podcast, c'est une donnée essentielle, parce que c'est comme ça que je comprends c'est quoi les meilleures pratiques RH et managériales de la tech. Parce que j'interviewe des gens, je leur pose la question, je les mets en avant. Et donc, indépendamment des vues, des écoutes que ça fait, j'ai besoin de ce truc-là pour moi devenir meilleur, engranger des connaissances, affiner ma compréhension du marché, etc. Et en fait, LinkedIn, j'ai longtemps cru que c'était un truc qui était un peu déconnecté, en disant bon, bah, si tu fais un truc très tofu, très ah, vous avez vu Emmanuel Macron, il a fait ci ou il a fait ça, machin, tu faisais du reach que ça t'amenait des clients. Et donc, je me disais, bon, bah, c'est presque un jeu vidéo à côté. Il y a des trucs où c'est un peu ça, on va pas se mentir, on s'en parle des fois avec Benoît, ou en tout cas, je vais parler pour moi, des fois, je suis frustré de me dire, tiens, il y a ce truc-là où je sais que Mmh. ça apporte de la valeur à mon audience, mais je vois que c'est pas LinkedIn friendly. Donc, ça ne pourra pas marcher d'un point de vue LinkedIn, parce que je ne prends que 50% de ce qu'il faut faire. Et voilà. Mais par contre, ce dont je me rends compte de plus en plus, c'est que LinkedIn, c'est mon canal numéro un pour discuter avec une partie de mon audience. Il faut faire le tri, parce qu'il y a une partie des gens avec qui je discute, c'est pas mon audience. Il y a une partie des gens qui sont même des fois pas très sympas. Mais quand je teste un insight et que j'utilise un template que je sais qui fonctionne et qui marche de fou, je peux me dire, ah, mais ça, c'est ça le pain, en fait, qu'ils ont en ce moment, ces gens-là. À l'inverse, quand je me dis, je le connais bien, hein, mon persona, je teste ça, je fais un post, ça va buzzer, et que ça floppe, et que je le fais de 3 ou 4 angles différents et que ça floppe à chaque fois, je me dis, mais attends, est-ce que c'est un vrai pain, ce truc-là, en fait? Et après, je repose la question à des vrais clients pour la vraie vie, hein. Mais c'est un début d'étincelle qui me Mmh. permet de voir un petit peu à quoi les gens à qui je parle, et à terme qui deviennent mes clients, réagissent. Donc, apprendre avec un grain de sel, parce que toi-même tu sais qu'il y a du bruit là-dedans, mais il faut traiter le signal dans le bruit, quoi. Mmh.
Et là, ça, tu recoupes ça comment? En observant tes métriques et en sachant quelles métriques, observer et avec les interactions aussi. On avait pas mal parlé de setting et je sais que c'est un truc que tu as implémenté de ton côté. S là aujourd'hui, comment tu procèdes? Parce que, le setting, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement le fait d'engranger des conversations qualitatives avec une vraie ingénierie conversationnelle de sorte à, transformer ces conversations en opportunités commerciales. Voilà et le tout de façon intelligente. Aujourd'hui, tu l'as implémenté donc? Oui. Comment Ouais, tu as ouais. procédé? Parce que je sais qu'il y a énormément de gens qui savent pas trop comment s'y prendre. Je pense que ça peut être intéressant pour pas mal de gens. Ouais, ouais, ouais. Le setting, c'est une, révélation. Enfin, pour le coup, si on est dans la machine du côté de l'acquisition ou du closing, c'est à peu près entre les 2. On a beaucoup parlé du produit et du marché. La prochaine jambe du prochain chapitre Yaniro, de ce côté-là de la machine, il viendra de là. C'est une certitude, je le vois déjà. En gros, la logique est la suivante. Tous nos leads viennent du contenu. Tous nos leads viennent de l'inbound. Donc nous, on donne, on donne, on donne, on donne, on rend notre message clair, on essaye, et à un moment donné, les gens font toc, 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 ils commandent un rendez-vous, ils rencontrent Yasmine, Yasmine leur explique, on essaie de voir si on peut bosser avec eux, et puis après, bon an, mal an, ils viennent voilà, se former chez nous, etc. Bon, ok. Ce dont je me suis rendu compte, c'est que parce que, les messages que je vais dire «je», hein, pour le coup, parce que c'est plus facile pour le visualiser. Parce que les messages que je partage trouvent du volume, et ont, enfin, ça résonne en fait, globalement, heu, ça génère énormément de conversations. C'est-à-dire et ça en génère déjà tout court. Au sens où même si je fais rien du tout, il y a pas mal de gens qui, sur LinkedIn, viennent me parler de choses et d'autres. Il y a des commentaires, des gens qui viennent aborder un sujet où ça serait très facile de prolonger la conversation en DM, et cetera. Le problème, c'est que c'est un investissement en temps, et cet investissement en temps, il est difficilement justifiable, quand, c'est du temps qu'on peut allouer à autre chose. Enfin, dans ma tête, je me dis: «Est-ce Mmh. que c'est du défocus, quoi?» Parce que littéralement, le but du jeu, c'est pas de les alpaguer en disant: «Hey coucou, tu m'as adressé la parole, viens, vas-y, achète mes trucs». Non, c'est de suivre vraiment la conversation, d'enchaîner la conversation. Et en fait, le setting, c'est, donc, dans lequel Scalesi excelle, hein. Alors là, si vous voulez, level up en setting, allez, donner de l'argent à Benoît et son orchestre, hein, c'est ça qu'il faut faire dans la vie. Non mais je le dis avec une blague et je vais le redire sans la blague, je n'ai jamais entendu personne d'autre avant Scalesia parler du setting B2B. Je vais le dire comme ça et c'est un game changer. Donc, qu'est-ce qu'on peut espérer comme résultat? Je vais réutiliser une punchline que tu as utilisée, mais qui est exactement vers là où on est en train de se projeter en termes de résultats. C'est qu'en fait, on double le nombre de leads qualifiés à ISO contenu. Et c'est rigolo, hein, je t'avais pas donné les news, Benoît, mais on va vers là, hein. On va vers doubler les mêmes leads. Pourquoi? Parce qu'en fait, on part du principe que dans le contenu, et je paraphrase tout ce que Benoît a pu me raconter, hein, dans le contenu, il y a des gens pour lesquels le contenu génère un input suffisant pour qu'ils se disent: «Bon allez, faut que j'aille y appeler, Yaniro, j'ai compris ce qu'ils font, j'ai compris leurs valeurs parce que ça a été humanisé par Alexis blablabla et cetera». OK. Et il y a tous ceux qui crèvent d'envie de faire ça, quelque part, parce qu'ils ont un besoin, parce qu'ils ont confiance en toi, mais qui sont plus timides ou peut-être plus, englués dans le quotidien ou et cetera. Et où en fait, il suffit d'une toute petite pichenette humaine. Et en fait, cette pichenette humaine, c'est juste commencer à converser pour de vrai. Mmh. Et donc ça veut dire aller prendre des gens qui sont votre ICP, enfin moi c'est ça qu'on fait, hein. On prend des gens qui sont, dans notre ICP, qui pourraient théoriquement correspondre aux critères, de gens qui peuvent bosser avec nous, et quand ils engagent une conversation, d'une manière ou d'une autre, et engager une conversation, ça va de plus ou moins loin, hein. Ça peut être des gens qui parlent sur LinkedIn, dans les DM, ça peut être un commentaire un peu construit, etc. Bah, on prolonge la conversation. Ah tiens, sur ce commentaire, sur ce post que j'ai fait sur le management, tu as ouvert un commentaire sur le fait que, sur comment chez vous, vos managers ont du mal à être autonomes. Tu peux m'en dire plus? C'est vachement intéressant ça, tu le mesures comment? Qu'est-ce que tu as déjà essayé? Et en fait, au bout d'un moment, on fait basculer la conversation vers sa conclusion logique et qui n'est pas bourrine de bizdev, qui est bah, on peut probablement vous accompagner. Est-ce que ça te semble absurde qu'on discute ensemble? Et en fait, par ce mix qui est de garder une sincère, et parce que ça, c'est le parti clé, hein, une sincère authenticité du relationnel, c'est-à-dire, il y a des parties qui sont automatisables, qui sont scriptables, mais il faut y aller avec beaucoup de parcimonie parce que vous pouvez péter le relationnel très vite. Un tout petit peu d'ingénierie, comme tu disais, parce que c'est très difficile à scaler, de converser pendant 6000 ans sur voilà, sur des sujets divers et variés. On arrive à obtenir le meilleur des deux mondes. Et nous, enfin, pour full disclosure, ça fait à peu près un mois qu'on le met en place. On est au tout début. Mais on a déjà des résultats que je trouve hallucinants. Donc, et alors là, je te
laisse reprendre la parole parce que c'est toi le boss là-dessus, hein. Enfin, pour être Alors, c'est Flavien, hein, le boss, en l'occurrence, mais oui, alors là, clairement, je lui rends l'entière paternité la paternité, l'entière propriété de ce titre-là. Flavien qui a tué ça chez nous et je ne me fais que le répétiteur zélé de son expertise. Mais oui, le setting, de notre côté, a eu des résultats incroyables. À chaque fois qu'on l'implémente chez un client, les résultats sont phénoménaux. Et cet indice, comme tu le disais très bien, cet indice de x2 ISO contenu à ISO contenu est juste une constante en fait qu'on a observée chez nos clients, chez nous. Donc c'est incroyable et je suis trop, trop content de voir que ça se vérifie aussi. Euh, je te propose qu'on termine tranquillou avec la fin. C'est la seule partie scriptée et un peu planifiée de ce podcast. J'ai deux questions à te poser. ouais. OK, qui va nous permettre de reboucler avec pas mal de choses qu'on s'est dit là, mais ça serait c'est un peu le TLDR, de l'échange. Ce serait quoi les 3 conseils que tu aimerais donner aux entrepreneurs qui nous écoutent? Que ce soit, des choses dont on n'a pas parlé ou que ce soit des redites, que tu juges importantes et qui sont nécessaires selon toi, et dont on va se rappeler? Alors, le plus simple, allez, je t'en fais 3 que j'aurais pu que j'aurais pu concaténer, mais que je vais pas concaténer. Si vous avez l'impression de trimer comme un cinglé ou comme une cinglée sur votre business, demandez-vous si vous êtes dans le bon bateau, au sens le bon marché et le bon produit. Parce que, c'est pas ce qui est important, c'est pas la vitesse à laquelle tu rames, c'est dans quel bateau tu es. Donc, ayez le courage, parce que c'est très dur, c'est très douloureux, d'envisager que peut-être vous êtes dans un marché pérave, c'est-à-dire un marché qui vous amènera nulle part d'un point de vue construction de boîte, ou dans un produit qui n'est pas adapté à votre marché. Et ayez le courage d'envisager de tout foutre à la poubelle. Parce que j'en ai vu plein des entrepreneurs qui se galèrent à s'obstiner à être des marteaux qui cherchent des clous. Et vous allez vous user la santé. Parce que le pire, c'est que vous n'allez même pas avoir une boîte qui crache, vous allez avoir une boîte mort-vivante qui tient juste par l'intensité de votre énergie. Deuxième truc, demandez-vous si votre produit il est vraiment bon. Probablement qu'il est naze, ou médiocre, ou pas trop mal. Les meilleurs d'entre vous, ou d'entre nous, auront probablement un produit pas trop mal. Et demandez-vous si ça vaut pas la peine d'aller s'énerver à avoir un produit débilement supérieur à tout le reste du marché. En tout cas, moi, ça a marché. Yaniro, ça a marché. Je crois que Scalesia, ça a été une partie de la recette. Ça fait pas 100% de la recette, mais ça fait une partie de la recette. Et le 3, c'est un sujet qu'on n'a pas abordé, et on a beaucoup parlé de notre offre de formation, mais je viens du coaching, et je pratique ce que je prêche, au sens où j'ai un coach, j'ai un thérapeute, j'ai des mentors, j'ai des gens que j'écoute avidement pour essayer de comprendre comment faire mieux. L'entrepreneuriat, c'est un sport qui est difficile. Entourez-vous. Entourez-vous. Il y a très très peu de raisons de se trimer tout seul. Donc, il y a plein de variantes de ça. Si vous êtes au tout début, que vous n'avez pas de sous, allez chercher des groupes d'entrepreneurs, des groupes de pairs, des Slack, pour créer un peu d'accountability, des choses comme ça. Si vous avez un petit peu de sous, trouvez les personnes qui peuvent vous aider à aller au niveau du dessus. Scalesia, c'est évidemment une entreprise que je recommande, mais il y en a plein des plus spécifiques. Peut-être que vous avez une verticale métier qui nécessite de trouver un mentor qui l'a déjà fait ou une mentor qui l'a déjà fait, allez voir si vous pouvez bosser avec. Et en fait, que ce soit payant ou pas, investissez au moins le temps et l'effort pour vous entourer, parce que vous irez 1 milliard de fois plus vite pour plein de raisons différentes, et vous vous sentirez mieux dans vos baskets aussi. Vous verrez une meilleure vie entrepreneuriale, vous sortirez du purgatoire entrepreneurial qui frappe malheureusement pas mal d'entrepreneurs, et c'est tout le mal qu'on vous souhaite avec Benoît, je pense. Parfait, parfait. C'est marrant, hein, mais il y a 2 domaines dans lesquels, 2 domaines que je connais bien, hein, pas trop mal en tout cas, dans lesquels, il y a cet égotisme de, «J'y vais solo et je m'en sors très bien tout seul». C'est, la muscu et l'entrepreneuriat. Tu tu ne verras jamais un mec ou une meuf, tu ne verras jamais quiconque, se pointer avec sa voile en haut d'une, montagne et se dire: «Non mais c'est bon, parapente, c'est bon, j'ai compris, j'ai regardé des vidéos sur YouTube. Elle est bonne ton analogie, la Allez, on vache. y va». Tu vois? On y va, il y a pas de souci. Eh, ça va, je suis pas la moitié d'un con quand même là. Ouais, ouais, mais C'est bon, à d'autres.
à d'autres. En muscu, tu vois des types qui se sont fadés, quelques dizaines de vidéos sur YouTube et qui se pensent suffisamment chauds pour aller, choper un niveau exceptionnel et le tout, en fait, avec des objectifs, extrêmement court-termistes non, ça se passe pas comme ça. Ou alors tu vas devoir investir un temps et une énergie colossale dans ta montée en compétences. Mais te contenter du moindre effort ne fera pas le taf. Tu vas devoir vraiment, vraiment te former bourrin, quoi. Idem en entrepreneuriat. T'as pas plus complexe. Une fois que tu as gratté la surface, t'as pas plus complexe. Et parce que c'est une science molle. Ça paraît une science dure. C'est une science dure à pas mal d'égards, mais c'est aussi une science molle parce que c'est vraiment l'entrecroisement entre la science dure et la science humaine, en fait. L'entrepreneuriat. Parce que tu as tellement de contingents psychologiques et tout, voire même sociologiques qui entrent en ligne de compte. Et donc, ne pas vouloir t'entourer, ne pas vouloir te faire accompagner, c'est au moins aussi insensé que de te pointer avec ta voile en haut de la colline. Ouais, et pour, je vais même aller un cran plus loin. Alors, vous vous en doutez, on est matrixés, Benoît et moi, là-dessus. Mais alors, pareil, hein, soyons très clairs. C'est pas de la flagornerie. Ça passe aussi par le fait de bosser avec nous si vous voulez. Hein, ça, y a pas de souci. Mais c'est surtout, je suis rendu à un stade où quand je vois ce que ça m'a apporté de pas être tout seul, sur tous les sujets, je me dis, mais pourquoi je le ferais tout seul en fait? Je vois même pas le gain. En fait, tu sais, dans la série Ratio Risk Reward, l'équation de gain, le net positif, le net négatif, c'est-à-dire qu'on va pas faire semblant, il y a des cas de figure dans lesquels il y a de l'argent au milieu, oui, bien sûr, mais il y a aussi toutes les solutions qui sont soit pas très chères, soit qui se remboursent très vite toutes seules, soit machin. Et donc, en fait, je n'arrive pas à voir c'est quoi le délire d'aller le faire tout seul. En fait, pourquoi? Il y a rien à gagner en fait, donc mais bon. Mais par contre, soyons très clairs, et je pense que Benoît, que ce soit dans la muscu ou dans l'entrepreneuriat ou moi-même, on peut témoigner. Il y a aucun jugement dans ce que je viens de dire parce que j'ai été cette personne 1000 fois. Hein. C'est pas On l'est venu tous à du jour au certains lendemain. Je moments. suis pas né comme ça. Hein. On l'est tous. Et là, je fais mon donneur de leçons. Je me suis toujours débrouillé tout seul en muscu et je suis sûr que ça m'a coûté des années de progression. Donc, tout ça, c'est jamais binaire. On tombe tous dans cette case à certains moments. Et la question, c'est surtout de le savoir. C'est plus un modèle mental qu'autre chose finalement. Et une dernière question, tu en as déjà cité quelques-uns, ça peut être ceux-là ou ça peut être d'autres. Les 3 livres que tu nous recommandes de lire absolument. Bah, je vais reprendre les mêmes, hein, parce que c'est venu spontanément. Si vous êtes entrepreneur de près ou de loin, c'est-à-dire si vous êtes en train de ne pas être salarié et que vous lisez pas les livres d'Hormozy, je comprends pas pourquoi. Je vais pas faire simple. Allez, si vous lisez pas les livres d'Hormozy, mais que vous lisez le contenu de Scalesia, vous avez déjà fait une partie du boulot. Mais à minima, lisez-le, quoi, please. Enfin, je veux dire, euh, c'est pas 100% parfait, mais c'est quand même ce que l'entrepreneuriat a fait de mieux en termes de professeur, dirons-nous, ces dernières années. Au sens, quelqu'un qui peut t'aider qui peut t'apprendre à faire les trucs. Euh, En non-fiction qui n'est pas de l'entrepreneuriat ou du business, je suis un amoureux absolu de Sapiens, donc Yuval Noah Harari et tous ses autres bouquins. Là, j'ai pas lu Nexus encore qui vient de sortir sur la communication, mais je suis sûr que c'est très bien. Et en fiction, et ça me réjouit, enfin autant que ça m'effraie, mais il va y avoir apparemment une série Netflix là-dessus. 100 ans de solitude de Gabriel Garcia Marquez, c'est vraiment un bouquin que je trouve fascinant. Donc et petite note, je pense que vous pouvez y aller mollo sur les bouquins business à un moment donné quand vous êtes entrepreneur pour lire soit de la non-fiction sur d'autres sujets, soit de la fiction, parce que ça fait du bien. Il n'y a pas besoin de toujours être en train de grinder le jeu du business. Quoi. Je supporte plus les livres business. On en avait parlé la dernière fois. Ouais. Mais je supporte plus les livres business. Et même le contenu business, j'adore le produire, mais par contre, le consommer, je bloque dessus depuis un moment, quoi. J'ai fait un trop plein. Arrive à un stade où c'est plus stimulant, quoi. Et surtout, l'essentiel du business, du contenu business te parle de tactique. Là où tu vas bien plus vite quand tu comprends les principes sous-jacents. Et les principes sous-jacents, en fait, sont toujours les mêmes, ils se recoupent d'un domaine à l'autre. Et donc, je préfère aller chercher les premiers principes dans leur domaine d'origine. Donc, je préfère Ouais, parce que m'intéresser à la physique. là, je viens de réaliser ce qu'on est en train de se dire. Là, le TLDR de cet épisode, c'est viens, on essaye de faire une bonne pizza. Ah oui, oui, vraiment. Le principe Non, premier, mais c'est pas rocket science. Hein. ah non, 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 mais là, clairement, tout ce qu'on a dit là, on peut l'appliquer à absolument n'importe quel domaine, même pas entrepreneurial. Oui, oui. Viens, j'essaie d'avoir le meilleur coup droit, le meilleur coup droit du game. Viens, j'essaie d'avoir viens, j'essaie d'avoir la meilleure rentrée de vague possible. Voilà, c'est toujours. Viens, je choisis le truc. J'identifie le domaine sur le truc sur lequel j'ai le plus d'asymétrie, qui m'apportera le plus
de résultats avec le plus fort effet de levier et j'obsède dessus jusqu'à ce que je fasse partie du 0,01%. Et ce qui est trop marrant, c'est que je viens de penser à ça, je suis désolé, c'est le never ending podcast, mais le 0,00001% par définition, il y a toujours un marché pour. C'est-à-dire que si tu décides de vraiment vriller ton cerveau et d'aller te mettre en quête de faire les meilleurs kiwis que la Terre ait portés, t'inquiète pas, ça marchera, hein, si tu les fais vraiment. Et pas c'est toujours la différence entre déclaratif et démonstratif. Exactement. C'est, hem et c'est ça. Ça, c'est l'erreur. Ça, c'est ce que LinkedIn a fait de plus, c'est là où LinkedIn a fait le plus de mal, en fait, aux Ouais. entrepreneurs, à mon sens. C'est, d'entretenir cette confusion entre, connaissance et reconnaissance. Un entrepreneur, il doit pas chercher à être connu. Il doit chercher à faire le meilleur truc possible pour son marché et forcément, au bout d'un moment, il finira par être reconnu pour ce qu'il a fait. Pas pour ce qu'il dit, pas pour ce qu'il affirme, mais pour ce qu'il démontre et pour ce qu'il a bâti de constatable, d'observable. Et la vraie réputation d'un entrepreneur, elle revient uniquement à ça. Et donc, ouais, et c'est là qu'on comprend en fait le danger de se raconter une life, tout simplement. Et ça, j'ai tendu vers ça à un moment, et maintenant j'en reviens fois mille. Merci, merci Alexis. C'était trop cool. C'était de la balle. Et tu reviens quand tu veux, comme d'habitude. Et on va pouvoir couper là-dessus. C'est parti, à la prochaine. Allez, au revoir.